Alors toi, tu as fait un sparring avec Khabib. Je me disais bien que tu allais commencer par une des trois anecdotes. Ouais, parfois je me dis si je devais vraiment retenir, allez, tu sais, tes 10 souvenirs les plus marquants dans les arts martiaux, parce que là maintenant, on va dire, ça fait quasi une trentaine d'années que j'ai commencé. Et, euh, et je me dis, bon, il y a le côté à la fois personnel, tu vois, le côté où vraiment c'est un truc qui, toi, personnellement, t'a marqué, mais qui est pas forcément spectaculaire pour les autres. Et puis, tu as le côté où tu dis, ouais, ok, là, je peux quand même dire que j'ai fait un sparring avec Khabib. Et quand tu vois enfin, c'est devenu vraiment une célébrité dans le monde du MMA, même dans le monde du sport de manière générale, mais c'était avant qu'il soit aussi connu. Je le suivais déjà parce que je le trouvais assez exceptionnel en tant que combattant de MMA. Mais en fait, c'était pas très, enfin, j'ai pas eu un gros privilège, enfin, j'ai eu une super opportunité, mais c'était lié aux circonstances dans lesquelles j'étais. Mais toi, si je me souviens bien, tu avais fait une vidéo avec Thomas Diagne, hein, c'est ça, hein, tu le Oui, connais? bah, Thomas, il s'entraîne avec Kay et j'avais aussi Voilà, c'est ça, ouais. Antoine Idrio, qui est un ancien de mon club, Ouais, je qui vois a bien passé, Antoine, ouais, je vois très bien qui ouais, c'est, ouais, super il a sympa. passé plusieurs années dans mon club et il a Ah, je passé savais pas plusieurs ça. années avec Kay aussi. Avec Donc, ouais, ouais, on voilà. sait qu'eux, ils connaissent bien Khabib, Oui, voilà, Daniel c'est un peu Cormier, c'est tout leur ça, quoi. team, quoi. Ouais, Ouais, donc le sparring avec Khabib, bon, pour l'histoire, parce que je vais pas faire trop long, mais en gros, moi, je viens du Sanda, enfin, c'est un des styles que je pratique le plus et que j'enseigne. Et c'était là-dedans que j'ai fait mon expérience de compétiteur, etc. Et donc, Thomas était très, très bon, était assez connu en France, c'est un des meilleurs en France en Sanda. Et donc, je l'ai contacté et je l'avais invité en stage, en fait, ici en Belgique, et ça s'est super bien passé. Et après, on a gardé en contact. Puis il m'a dit enfin, voilà, donc je savais qu'il était aux États-Unis, qu'il se lançait dans le MMA, c'était il y a une dizaine d'années. Et alors, en fait, j'ai eu la chance d'y aller quasi chaque année pendant 4 5 ans, où il me dit, écoute, il m'a un peu testé mon niveau, puis il a dit, voilà, t'es un compétiteur, tu t'entraînes depuis longtemps, viens t'entraîner avec la team. Et en fait, quand j'étais là-bas, donc en fait, j'avais doublement chanceux parce que j'ai un ami qui habitait du côté de San Francisco, donc je pouvais dormir chez lui, et je le voyais en même temps. Et j'avais Thomas qui me proposait de venir m'entraîner avec la team la semaine, quoi, tu vois. Et donc j'ai fait ça plusieurs fois. Et donc, au début, je voulais pas trop déranger les combattants, puis après, je me sentais plus à l'aise. Et donc un jour, je suis arrivé, je dis non, là, il faut quand même que cette fois-ci, je dois demander de faire un sparring avec Khabib. Donc je voyais qu'il tournait avec pas mal de monde, tu vois. Bon, je sais qu'en lutte, comme c'est déjà pas trop ma spécialité, c'est pas vraiment là que je voulais lui demander parce que ça sert un peu à rien, hein, quand tu vois le niveau qu'il a. Mais en boxe, tu vois, je lui ai demandé en boxe parce que voilà, j'ai une bonne boxe, je fais du pied-point. Je veux dire, ma spécialité, c'est plus le striking. Et alors, on a fait un sparring. Alors, donc c'était le jour du striking. Il y avait plusieurs jours à Ikea. Il y avait le jour striking, le jour grappling et les jours sparring, etc. Et donc, on a commencé, on a fait 2 rounds. Je crois qu'on a fait 2 rounds en anglaise pure. Donc là, c'était vraiment plus un échange. Et puis après, on a fait un round où on a fait boxe et lutte. Parce qu'il voulait pas trop que je fasse les coups de pied, parce que je crois qu'il voulait pas trop se blesser ou prendre de risques Hmm. avant son combat, tu vois. Mais c'est vrai, moi, je suis un peu plus spécialiste des pieds. Enfin bon, alors il m'a dit, ouais, on fait boxe et lutte. Et donc, le sparring de boxe, c'était super sympa. Et puis, enfin, c'était un bon échange, quoi, équilibré. Mais il te met tout le temps, tout le temps, tout le temps la pression. Donc là, il lâche rien, quoi, tu vois. Tu lui mets un coup, il t'en met deux tout de suite. Et puis, dès qu'il te rajoute la lutte, ben là, c'est terminé, quoi, tu vois. Donc, en fait, ce qui était marrant, c'est que une fois qu'il m'a attrapé, ben, il a fait. Après, j'ai vu dans tous ses combats, il a fait comme ça. Une fois qu'il t'attrape, il te lâche plus et il te bombarde au sol. Moi, c'est juste qu'il l'a fait de manière plus gentille que ce qu'il fait dans les combats UFC, mais il m'a vraiment fait subir ça, tu vois. Et j'ai eu ce sentiment d'impuissance que j'avais jamais ressenti avant, que quand tu es au sol et que tu as Khabib qui te cale les jambes et qui commence en grand pound, même si c'est gentil, tu es là, tu te dis, mais tu sais rien faire, tu vois. Et ça, c'est un Ouais. sentiment qui est particulier, ouais. Donc voilà. Et ça tournait plutôt light ou c'était plutôt quand même Plutôt du entre les sparring deux. affûté? Mais en fait, si tu veux, ils ont les séances de sparring. Bon, avec ils sont connus pour les sparring. Parfois, ça envoie du lourd. Mais les vrais, vrais, vrais sparring compètes, c'est. Alors là, ils vont dans une cage, ils Dans s'isolent la à cage, deux ouais, sur le avec côté. un coach, tu vois. Mais sinon, c'est du sparring, on va dire, allez, 60-70%, quoi. Tu vois. Mais bon, C'est la le truc, c'est cage que qui ça dure est, 1 heure. Donc, tu as 10 rounds de la 5 cage qui minutes. est, la cage qui est tout à droite, là. Ils vont faire les Ouais, ouais, sparring. t'as exactement. Ouais. T'as la salle principale et puis à côté, t'as deux salles en fait où ceux qui combattent préparent leur combat. Et alors, ils demandent à des gens qui sont disponibles de venir les aider, enfin de faire des rounds avec eux. Et là, en général, ils font 3 rounds ou 4 rounds maximum, voire 5 s'ils sont en prépa pour un combat de 5 rounds. Et là, c'est avec full protection et là, c'est un temps. Ça, je l'ai fait une fois, mais c'est aussi une sacrée expérience, quoi. Avec un autre combattant, ils avaient besoin de quelqu'un.
Là, au niveau physique et mental, il faut tenir, quoi. C'est autre chose. C'est vraiment un autre délire. Mais du coup, par contre, les sparring, on va dire normaux, c'est genre 10 rounds de 5 minutes quand même. Donc, tu vois, il faut. Ouais, donc voilà. Et ça part un peu, ouais, ça part un peu mais c'est surtout striking. Et puis après, on rajoute le sol. Enfin, voilà. Mais donc, Et ce c'est que, jour-là, en fait, donc en gros, je savais que Khabib était là. Donc, le premier jour où je suis arrivé, je lui ai demandé s'il serait d'accord de faire un sparring. J'ai vu qu'il était occupé. Et en fait, le dernier jour de la semaine, on refaisait les sparring. Et là, c'est lui qui est venu vers moi. Il me dit, voilà, tu m'as demandé un sparring en début de semaine. Donc, on y va. Et donc, il a été cool, en fait. Il a été super cool, tu vois. il t'a pas dit, tell me location. Non, il m'a pas dit tell me location. Parce qu'il savait. Non, give me location. Non, Ah, give me location. send me Send location. me location. Send me Non, 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 parce location. qu'il savait où je serais. Donc, non, je crois il a juste voulu voir. Tu sais, à mon avis, il a jeté un coup d'œil. Il se dit, oui, c'est qui ce gars, tu vois. Puis, comme il a vu que je suis venu m'entraîner tous les jours, à la fin, dernier jour, il m'a dit, bah, c'est bon, on y va. Et c'était assez sympa, quoi. C'était vraiment une belle expérience, tu vois. Quand tu peux Et tu, échanger comme ça. Mais en fait, ce qui est cool aussi, c'est que quand tu t'entraînes avec les pros, et notamment les tops du top, en fait, en gros, toi, tu n'as rien à prouver, eux, ils n'ont rien à prouver. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas. Tu vois, et c'est juste qu'on s'entraîne ensemble et tu as juste envie d'être un bon partenaire pour eux, pas de leur faire perdre leur temps, tu vois. mais Et, moi, il y a un de mes combattants préférés, c'était Ken Velasquez. Il ah était ouais. présent ou pas à l'époque? Ben, en fait, c'est exactement le Ken Velasquez, c'est le premier gars de l'UFC à qui j'ai fait un sparring. Alors là aussi, c'est une super anecdote parce qu'il a une tête qui est deux fois la mienne et il fait, enfin, c'est un monstre quoi. Et j'osais pas, en fait, je dis, mais si je fais un sparring avec lui, j'oserais pas j'oserais pas le toucher. En même temps, si tu le touches pas, bah, lui il perd son temps, tu vois. Et donc, tu dois trouver une sorte d'équilibre. Et donc, ça a été, je te dis, ils sont cool, ils sont pas là pour te défoncer, tu vois. Et Thomas m'a dit, mais non, vas-y, il va lui demander. Ils ont l'habitude et tout. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, moi, mon truc, c'est notamment, une des techniques que j'aime bien, c'est les. Parce que je suis gaucher de la jambe et droitier de la main. Mais du coup, j'ai une garde de droitier, mais je suis un faux droitier, tu vois. Et donc, j'utilise pas mal ma jambe avant, notamment les front kicks ou les side kicks, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, il m'a fait un front kick. Ben, c'était pas trop rapide, donc je l'ai saisi. Et en fait, il a juste tendu sa jambe et ça m'a transpercé le plexus. Ça m'a séché, tu vois. Mais juste avec la taille et le poids de sa jambe, tu vois, sans forcément mettre de force ou de. Et j'étais tellement surpris, tu vois. En fait, j'étais surpris d'avoir attrapé sa jambe. Et tout de suite après, il a tendu, tu vois. Enfin, voilà. Et donc, après, j'ai dû trouver l'énergie pour continuer à faire semblant que ça allait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Parce Mais que c'était toi, drôle, quoi. tu sais quoi ton gabarit? Tu fais quel poids, quelle taille pour qu'on soit à son niveau? Je suis à 97, 98 en moyenne, parfois 80, parfois 76, tu vois, mais voilà, c'est plus ou moins 98, 99. Laisse-moi. 78, 79. Ouais, ok. Ok, ouais, ouais, donc ce que je me disais 98, 99, ça Non, va. excuse-moi. Ouais, 78, 79. En Belgique, on dit 78, 79, c'est pour ça. Oui, ouais, ouais. Ouais, Non, non, c'est tu peux le 78, dire. 79, ouais. 80, Ok. voilà, ça dépend un peu, à 2-3 kilos près, ça dépend aussi si je m'entraîne, si je m'entraîne beaucoup ou pas, si je suis en vacances ou pas, si j'ai beaucoup mangé la veille ou pas, enfin, tu sais ce que c'est, quoi. Ouais, ouais. Et tu parlais de. C'est marrant parce que tu parlais des sidekicks. Moi, j'ai fait aussi du sanda et tout. C'est vrai Ah que oui, c'est une technique qui est pas mal utilisée ouais, en sanda ouais, et qui est peu utilisée très au peu. final dans le MMA, Ouais, dans le muay, dans le kick. exactement. Euh, tu fais le sidekick jambe avant, c'est ça? Ouais, en Plutôt. fait, si tu veux, Mm. moi, j'ai fait de la savate pendant 10 ans. Ok. Un de mes spécialités, c'est le Jeet Kune Do. Ça, vraiment, c'est un des styles dans lequel je me suis le plus spécialisé. Et il y a aussi beaucoup le Sidekick avant, qui vient du Kung Fu. Et alors le Sanda, où c'est une des armes principales, tu vois. Et en fait, ce que tu dis, c'est vrai, parce que mon Sidekick, je l'ai testé partout où j'ai été, dans tous les pays où je me suis entraîné, et à chaque fois, il passe. Et si tu sais comment l'amener, en faisant une feinte de jab avant, ou un truc comme ça. Mais c'est Ouais. clair, le Sidekick, les gens savent pas trop comment le faire. Il est parfois un peu plus visible, mais comme les gens le font moins, en général, il est surprenant, tu vois. Donc voilà, ouais, ça, je confirme. Et c'est vrai que ça, je l'ai bossé. Donc c'est une de mes, on va dire une de mes petites armes secrètes, petit sidekick pour surprendre. Ouais, mais en plus, c'est bien en offensif et c'est bien en défensif pour maintenir à distance Exactement. et tout. Bah, Pour c'est stopper, ouais. Mhm. Wonderboy, Steven Thompson, qui le fait Ouais, aussi très très bien. exactement. Ouais, il est fort, ouais, Euh, ouais, il est très très fort ouais, en sidekick. Et Georges Saint-Père aussi était assez fort en sidekick. Et je sais qu'elle a, bah là justement, je t'avais dit que j'avais été m'entraîner à Tristar ici en juillet. on Et on va en a fait un parler. ou deux cours où on a vraiment bossé que le Ouais, sidekick. Parce que ouais. comme Georges Saint-Pierre vient du karaté, mais c'est un truc qu'ils ont incorporé aussi. Incorporer, Bah oui, bah, notamment, ouais, après, il y a des petites nuances dans la façon de le faire, notamment le back kick aussi, tu vois, celui qui vient de la jambe ouais, arrière et en retourné. Ah ouais, une fois que tu le prends, celui-là dans le foie, mec, enfin, tu sais ce ouais. que c'est, hein. Ouais, c'est puissant. Et C'est bah, on a puissant, aussi, ouais. parce que là, il y a eu il y a pas longtemps Manon Fiorot, qui, je sais Ah pas si bah tu oui. vois qui c'est, Ouais, je vois très bien qui qui est une c'est, ouais. ancienne, J'ai pas vu son ancienne combat, mais karatéka.
Ouais, ouais. Ouais, ancienne karatéka de haut niveau et elle te place plein de sidekicks en MMA, hein. Et Ouais, c'est et tu as efficace. l'avantage de la distance aussi, hein. Ouais, 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 ouais. donc non, c'est une super ouais, ouais, ça, c'est un des on va dire, c'est mon coup de pied préféré, quoi, parce que je l'ai tellement bossé, enfin, tu vois? Et alors les cours de MMA avec JSP, avec Georges Saint-Pierre, Ouais, c'est donc ça, c'est comment? la deuxième anecdote. Donc en gros, bah, à un moment donné, pour développer mon MMA, parce que bon, voilà, comme je viens du pied-point, puis bon, j'ai fait pas mal de jiu-jitsu brésilien, mais en fait, ce qui est difficile dans le MMA, c'est la connexion entre le sol, la lutte et le pied-point, tu vois. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai passé beaucoup de temps à travailler ça, et notamment en allant chez Ike, mais en allant aussi au Tristar, donc Tristar Gym à Montréal, hein, qui est la salle de Georges Saint-Pierre, avec coach Firas Zahabi, qui est le coach principal. Et par contre, ils sont très, 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 très sol et grappling. Donc, et leur cours de MMA, c'est quand même beaucoup transition entre boxe et lutte. Et en fait, donc maintenant dans les horaires, ça a un peu changé depuis le Covid, mais avant le Covid, il y avait un cours, c'était grappling, enfin oui, ils mettent BJJ, enfin ils mettent jiu-jitsu brésilien, mais ça comprend tout ce qui est lutte et grappling et sol. Et en fait, quand Georges Saint-Pierre est à Montréal, en tout cas avant, il donnait régulièrement le cours le lundi, tu vois. Et c'est un cours de MMA. Donc MMA, et c'est accessible, on va dire, c'est pas accessible aux débutants, c'est, on va dire, avancé, combattant amateur et combattant pro. Et donc, tu vas à ce cours, et c'est Georges Saint-Pierre qui donne cours. Et donc, j'ai fait deux, donc il y a 2 fois où j'étais là, où lui était là aussi, et il a donné cours. Et sincèrement, le premier cours qu'il a donné, enfin le premier cours que j'ai suivi avec lui qu'il a donné, je l'ai trouvé excellent au niveau pédagogique. Mais vraiment, je me suis dit, c'est impressionnant. Tu sais, comme tu sais, les meilleurs combattants font pas forcément les meilleurs coachs. Mais quand tu as un super coach qui en même temps était un grand champion et il rend le savoir accessible et tu vois que c'est un vrai, vrai, vrai passionné, un vrai artiste martial et un gars qui veut comprendre ce qu'il fait et qui prend plaisir à le partager aux autres, tu vois. Et donc, il a enchaîné un flow, une séquence de debout au sol. Moi, j'ai même appelé ça le GSP flow, tu vois. Mais c'est juste pour mon moyen mémotechnique, pour me dire, oui, ça, je sais d'où ça vient. Et maintenant, du coup, je l'ai jamais oublié, tu vois. Et en plus, super humble, parce qu'à un moment donné, il termine avec une clé de cheville, parce au Tristar, ils sont assez forts en clé de cheville, parce ils s'entraînent beaucoup avec John Danaher. Je sais pas si tu vois, hein, Ouais, oui, en je vois, grappling. ouais, ouais. Et donc, ils ont toute une team super forte. Et donc, Firas Zahabi est très, très connu aussi pour son jiu-jitsu. Et à un moment donné, il termine, il dit voilà, tout le flow, etc. On termine avec une clé de cheville. Mais il dit celle-là, je la fais pas super bien, donc je vais demander à un autre gars de la montrer, tu vois. Enfin, je trouvais ça génial en fait. Quand t'as un des, bon, maintenant on parle beaucoup du GOAT, etc. Mais quand tu as un des plus grands champions de l'UFC qui dit non, non, cette technique-là, je la fais pas au top, donc je préfère, il y a un gars là qui est vraiment spécialiste, donc lui va vous montrer comment la faire. Tu vois, je trouvais ça génial en fait. Et puis il est juste lui-même, et c'est un gars assez accessible. Et puis du coup, cette expérience-là, j'ai trouvé excellente parce que c'était assez authentique, tu vois. Et c'était une belle opportunité. Et puis, je l'ai suivi une deuxième fois aussi, je crois que c'est l'année d'après où j'étais là, où j'ai suivi son cours. Et là, il est même passé me corriger, etc. Enfin, c'était chouette, quoi. Tu vois, il vient comme si c'était un prof, comme si c'était normal. Et vraiment, je crois qu'il se sent bien au Tristar parce qu'en fait, il est chez lui. Et en même temps, bah, il y a personne qui l'embête. Ah, Georges Saint-Père, on va prendre des selfies. Enfin, tu vois, on n'est pas en mode les gros groupies ou les fans qui courent derrière lui. On est là tous pour s'entraîner. Et c'est cool, ça crée une chouette atmosphère. Ce qui est assez unique, je pense, par rapport aux autres sports. Moi, je me dis toujours, enfin voilà, j'ai fait un sparring avec Khabib, j'ai fait un cours avec Georges Saint-Pierre. Je me dis, mais quand tu fais du foot ou du basket, mais où est-ce que tu vas aller faire un cours avec Messi ou LeBron Ouais, James? Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est ouais. impossible, en fait. Ça Donc, n'arrive nous, pas, on a ouais. de la chance par rapport à ça, je trouve. C'est que les vrais champions, ils sont quand même relativement accessibles. Ouais, Moi, je sais pas ce ouais, que ouais, tu en penses, carrément. mais Mais j'avais déjà entendu, parce que je connais plusieurs personnes qui se sont entraînées avec Georges Saint-Pierre, des fois pas directement avec, mais ou dans le même cours et tout ça. Et je sais qu'il y en avait un avec qui j'ai fait un podcast il y a pas longtemps, Kostia, qui me disait, bah, il s'entraînait chez Danaher, et puis bah, à un moment, il y a un mec qui arrive, qui dit bonjour à tout le monde, et c'était Georges Saint-Pierre, tu vois. ben Et il voilà, venait dire bonjour à chaque personne présente et tout, c'est ça. mais pareil, pas la star du tout, quoi. Le mec qui vient de Non. dire bonjour, hyper gentil et tout. Ouais, ouais. Et Non, il va ouais, dans c'est. les vestiaires, il te croise. Enfin, tu vois, vraiment, il est juste lui-même, quoi. C'est pas du tout quelqu'un qui s'est déconnecté des autres à cause du fait qu'il est devenu connu. Et je crois qu'il est vraiment apprécié pour ça, tu vois. Puis c'est lié je pense que c'est la valeur d'humilité dont on parle quand même beaucoup dans les arts martiaux. Bah, lui, il l'incarne vraiment, tu vois. C'est super intéressant. C'est très inspirant, en fait. Et du coup, je l'ai croisé plusieurs fois. Et comme tu dis, ben, quand il roule, par exemple, on est au cours du jiu-jitsu,
bah, il roule avec tout le monde. Tu vois, moi, j'ai pas eu l'opportunité de rouler avec lui juste parce qu'on n'était pas l'un à côté de l'autre. Et parfois, maintenant, je crois qu'il fait plus trop de sparring, mais avant, il faisait aussi les sparring avec tout le monde et super léger. Tu vois, d'ailleurs, il disait dans une de ses interviews, je trouvais ça assez intelligent. Il dit, quand tu fais un sparring avec quelqu'un, tu sais jamais qui t'as en face de toi, tu sais jamais son niveau, mais tu sais jamais sa mentalité non plus. Donc, il y a toujours un petit risque que ça escalade, enfin, on Ouais, sait jamais. Et lui, ce qu'il ouais, dit déjà pour désamorcer, c'est il dit let's play. ouais, Quand il propose à quelqu'un de faire un sparring, il dit let's play. Donc, viens, on va jouer, tu vois. Je trouve ça ouais. assez sympa parce que du coup, ça te met dans une sphère d'entraînement, de jeu, d'échange, plus que de confrontation, tu vois. Parce que c'est vrai que, parce que en plus, quand t'es connu, tu sais jamais qui va venir t'emmerder, te tester, enfin, Ouais, tu vois. Donc voilà, ça, je ouais, trouve ça chouette. C'est toute une j'avais un de mes mentalité comme élèves, ça qui est vraiment sympa, tu vois. j'avais un de mes élèves qui était resté avec moi plusieurs années, qui était prof de kung-fu d'un autre style et tout, Ouais, et il ouais, était pareil, il nous disait tout le temps, ah, viens, viens, on va jouer et tout pour faire ouais, une bonne manière de voir les choses et justement ça retire un peu, peut-être des comportements pas top d'aborder ça comme un jeu plus que comme un truc ultra sérieux ouais, ouais, c'est où on te ça. frappe dessus, tu vois quoi. Bah, surtout avec des gens que tu connais pas, tu vois. Et ça, c'est Bruce Lee qui disait ça. Il disait, let's play, but let's play seriously. Donc, c'est quand on joue, mais on joue sérieusement. Et c'est vrai que le sparring, c'est pas un jeu. Les arts martiaux, les sports de combat, tu joues pas comme tu joues au foot, tu vois. Il y a un truc un peu. Mais tu peux quand même l'aborder comme ça en le faisant sérieusement. Et je trouve ça. Moi, c'est un peu mon approche, en fait. Rester positif tout en faisant les choses vraiment à fond et en les restant sérieux et efficace, évidemment, encore plus si tu veux faire de la compète, etc. C'est pas juste un jeu non plus, mais du coup, ça désamorce l'agressivité, en fait. Je trouve ça assez sympa, ouais. C'est une façon ludique de voir les choses et aussi de se dire, bah, en fait, si tu vas cool, par exemple, les sparring, enfin, moi, c'est un truc que je préfère, les sparring, si tu vas cool, tu peux en faire beaucoup. Si tu peux en faire beaucoup, bah, tu te blesses, enfin, ça veut dire que tu te blesses moins aussi, tu vois. Et donc, du coup, tu apprends plus, tu es plus dans l'échange, plutôt que de faire une séance à fond et prendre le risque de se blesser. Et donc, quand tu t'entraînes régulièrement, c'est cool, c'est bien aussi de faire des sparring légers, ou en tout cas semi-légers, enfin voilà, pour pouvoir en faire beaucoup en fait. Et puis de temps C'est en ça que temps, j'allais bah, te c'est clair, si si tu prépares un combat, là tu dois sentir le truc à 100% avec protection et tout, mais la majorité du temps, ça devrait même pas être le cas. Et si tu regardes en Thaïlande, parce que j'étais beaucoup en Thaïlande aussi, si tu regardes un peu les vidéos de tous ces coachs de Muay Thai tu sais, qui se chamaillent dans les rings, etc. En fait, ils font du sparring, ils s'amusent en fait, mais c'est ouais, sérieux, mais ils ont toujours le sourire et ça dégénère vraiment très très rarement. Et ils savent aussi que comme ils combattent régulièrement, ils ne peuvent pas se permettre de se blesser à l'entraînement, tu vois. Donc tu vas super dur sur les PAO, super dur sur le sac, mais en sparring, ben, la plupart du temps, tu vas cool parce que tu auras ta technique, ton coup d'œil, ta fluidité, tu testes le truc et je trouve ça on les voit intéressant comme souvent approche, quoi. on les voit souvent y aller sans protection, même sans protège tibia et tout. Exactement, ouais. Et Exactement, j'avais sans vu même des protection, ouais. vidéos de j'aimais bien je sais pas, tu dois voir qui c'est, Jeff Chan de MMA Ah oui, Shredded. oui, j'aime bien, ouais, 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 je vois bien qui il c'est, avait ouais. fait son sparring avec Senchai et Avec Senchai Kenshai, ouais. Senchai, il aime bien annoncer les techniques qu'il fait. Et à un moment où il annonce la technique, mais il fait pas ce qu'il dit. Tu vois, il n'arrête pas et il te rend fou à dire genre il va faire un tip et il te fait un high kick ou tu Ouais, vois. ouais, Ou, ouais, exactement, ouais. et il avait Kenshai, il est commencé particulier, hein. ouais, il avait commencé avec Jeff Chan un peu en disant les vraies techniques, ce qu'il allait faire. Alors après en thaïlandais, donc faut connaître le nom des techniques. Mais Ouais, ouais. et après, il s'est mis à pu faire ce qu'il disait. Continuer à dire les techniques, mais il faisait plus Ouais, ce du qu'il coup, tu disait sais plus y pour, retrouver, quoi. ouais, pour rendre fou l'autre, quoi. Mais tu Ouais, vois que c'est très, ouais, c'est vraiment par le jeu. C'est pour ça que je voulais, t'en as parlé un peu brièvement, mais si on peut creuser un peu le sujet, moi, c'est un sujet qui m'intéresse et qui intéresse souvent les gens aussi. C'est ouais, quoi ton approche du sparring? Tu vois, ce que je vois, moi, souvent, c'est que je trouve il y a un peu un gap déjà entre travail technique et sparring. Il y ouais, a beaucoup de personnes qui mettent pas de thème. c'est Donc, toi, ça, savoir, est-ce que tu exactement. mets quand même un travail à thème ou est-ce que Ouais, quand tu fais du sparring, c'est tout le temps du sparring libre et ouais, sans thème? Et ouais, après, ton approche justement des degrés d'intensité, de ouais, percussion des sparring, est-ce que enfin, c'est quoi tes recommandations entre ouais, sparring ouais. léger, sparring appuyé mais pas au KO et sparring au KO, tu vois? Bah, écoute, ça dépend du contexte. Donc moi, enfin, je sais pas très bien qui c'est, enfin, comment dire, si tout le monde sait ce que je fais, mais en gros, j'enseigne aussi depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai un club. Je fais pas ça de manière professionnelle, c'est une passion, mais je le fais vraiment, vraiment, on va dire de manière semi-professionnelle. Donc je donne cours là pour l'instant 3 soirs semaine. Donc j'ai donné pas mal de cours différents. Maintenant, j'ai vraiment centré sur, en tout cas, mes cours en club.
je les ai centrés sur les sports de combat. Mes stages, mes cours privés, là, je fais d'autres arts martiaux, le Kali, le Jeet Kune Do, le Silat, etc. Mais tout ce qui est club, c'est vraiment, j'ai axé sur les sports de combat. Donc, striking et MMA maintenant. Et en gros, bah, je fais des tests, enfin, je forme des gars, ça fait quand même longtemps, on est toute une team maintenant, on a une team d'assistants, je vais d'abord niveau assistant, niveau instructeur, et puis on fait des compètes amateurs, donc j'ai quand même beaucoup coaché des gars pour des compètes amateurs de Sanda ou alors des Open, tu vois, où tu as des gens un peu de tous les styles qui viennent. Et, euh, et du coup, ça dépend en fait. Donc, ça dépend si c'est un cours régulier, ça dépend si c'est la prépa d'un combat, ça dépend si tu veux travailler un truc en particulier. Alors, c'est sûr et certain que je fais des sparring à thème. Je fais même ce qu'on appelle des pré-sparring. Tu vois, par exemple, il y a pas de, en fait, c'est entre un exercice technique et un sparring parce que comme tu dis, le gap, le fossé entre l'application de la technique, tu sais ce que tu dois faire et puis l'improvisation en sparring, il y a des gens qui sont un peu perdus entre les deux, tu vois. Et donc, par exemple, je fais des pré-sparring. Par exemple, c'est t'attaques trois coups, il attaque trois coups. T'attaques deux coups, il attaque quatre coups. Tu vois, chacun son tour. Mais tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas ce que lui va faire. Tu sais juste que c'est chacun son tour et tu sais juste que ça va être deux coups ou trois coups. Ça, je sais que ça a aidé. Il y en a qui m'ont dit ça m'a vraiment aidé pour les sparring. Donc ça, je le sais. Ou alors, tu fais des sparring. Bah, après, tu peux aller. C'est infini, hein. Je veux dire, tu peux dire, OK, on n'utilise que la main gauche. On n'utilise que le pied gauche. Ou par exemple, ça, c'est ce que je fais aussi, notamment pour forcer les gens à sortir de leur zone de confort. C'est que, par exemple, si tu es bon en coup de pied, ah ben alors je vais dire, OK, tu vas contre un. Lui, il fait pied-point, toi, tu fais que boxe, tu vois. Ou Ouais. si tu n'oses pas faire des projections ou des double legs et des trucs comme ça, je dis, lui fait boxe, toi, tu fais lutte. Tu peux que défendre en boxe et tu es obligé de contrer la lutte. Et donc, en fait, ça dépend aussi du cours, ça dépend de qui il y a au cours, ça dépend quel est l'objectif. Mais ça, je fais très souvent, quoi, tu vois. Et en plus, maintenant, avec le MMA, il y a tellement de thèmes possibles. Tu peux faire avec grand and pound, sans grand and pound, tu peux en sanda, enfin, comme tu sais, on peut lutter que 3 secondes, donc c'est un peu particulier. Donc les techniques sont quand même un peu différentes qu'en MMA, parce qu'en MMA, tu as le temps de chercher contre la cage, etc. Donc c'est encore une Et autre en plus, discipline. et en plus, Et du le coup, droit t'as pas le droit à trois appuis pour amener au sol. ouais, c'est Donc, ça. il y Ouais, tu a peux pas pas mal mettre de le genou au techniques. sol, tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc ça va être beaucoup plus explosif, beaucoup plus rapide, donc ce qui est bien. Mais en même temps, ben, en fait, ça dépend vraiment de mes cours aussi. Par exemple, j'ai un cours de Sanda strict, j'ai un cours de kickboxing et j'ai un cours de MMA. Et donc ça dépend un peu ce que je recherche, que les cours. Mais c'est clair qu'il faut absolument faire des sparring à thème, quoi. En fait, il faut, même moi, hein, j'ai des points forts et des points faibles. Et donc, si je veux développer mes points faibles, d'office, je vais travailler des thèmes qui sont pas en ma faveur. Mais c'est ce que j'ai fait aussi en allant m'entraîner dans d'autres clubs. Parce qu'en fait, quand tu t'entraînes dans ton club, comme tu es toujours le prof, entre guillemets, tu as toujours une sorte d'avantage psychologique, même si tes élèves sont super bons, tu vois. Et c'est toujours que je dis quand on fait sparring ensemble, je suis un partenaire, je suis pas votre prof. Donc vraiment, parce que sinon, alors du coup, tu as toujours un peu l'ascendant, mais c'est pas très objectif, tu vois. Et ça, avec le temps, ben, au début, c'est pas facile, mais après, ils y arrivent. Mais c'est aussi pour ça que je vais, parce qu'il y a aussi, ils se disent, oui, mais c'est le prof, oui, il a tel niveau, etc. Donc, ils ont aussi des appréhensions, ce qui est normal. Mais quand tu vas t'entraîner dans une salle à l'étranger, ce que j'ai quand même beaucoup fait, en fait, personne ne te connaît. Et ça, j'aime bien, tu vois. Parce qu'ils te prennent pour un individu lambda et ils voient plus ou moins ton niveau dans le sparring, à travers la technique ou le sparring. Et c'est seulement après, si on me pose la question, que j'explique, tu vois. Mais je viens pas. Et ça, c'est cool parce que du coup, tu es toujours. Enfin, moi, ce que je trouve important quand tu donnes cours, c'est toujours sentir que tu restes un étudiant, un élève et que même de l'extérieur, les gens te prennent comme un pratiquant, pas comme un prof. Parce que le fait de voir, de savoir que tu es prof, ça a déjà une influence, tu vois. Et donc, mais par exemple, vu que tu me poses la question, ben, je vais reprendre un exemple très concret. Nous, on reprend la saison la semaine prochaine. Tous mes gars m'ont dit, même dans les compètes, etc., je vois, on a un bon pied-point. Tout ce qui est en sanda, il y a les tu sais, saisies de jambes, balayage, etc. Ça, c'est vrai que c'est un peu notre spécialité. Mais je sais pas, ils me disent toujours, il y en a au moins trois quatre qui m'ont dit, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à aller moi-même chercher pour faire une projection. On attend toujours que l'autre fasse une erreur ou donne sa jambe pour pouvoir projeter. Et il y en a 3, 4, 5 qui m'ont dit ça. Et puis moi, je suis allé au Tristar ici en juillet et je me suis rendu compte que j'avais le même problème. Je dis que face à des gens qui font de la lutte ou face à des gens, si j'ai pas mes coups de pied ou s'ils lancent pas un coup de pied, en fait, je suis un peu bloqué. Et là, je leur ai dit, écoutez les gars, au cours, parce qu'on a un cours avancé, bah, c'est un cours qui est réservé aux gens qui s'entraînent depuis longtemps. Je dis les gars, ces 3 prochains mois, on va faire aucun coup de pied. On va faire que boxe et lutte. Parce que vous m'avez tous fait la même remarque. Et donc, d'office, c'est que ça vient de moi quelque part. C'est déjà de mon style, en fait, Mmh. comme tu copies un peu le style de ton prof. Et c'est aussi pour ça que Ouais. j'encourage toujours à aller s'entraîner ailleurs, tu vois, parce que tu peux pas tout offrir à tes élèves non plus. Donc voilà, donc c'est intéressant. Et donc oui, là, on va faire vraiment du cours à thème et du sparring à thème en espérant un peu combler cette petite lacune ou ce petit blocage qu'on a, tu vois. Et ce que je leur ai dit, mais en fait, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de répétition.
si on avait fait autant de double leg que de side kick, bah, enfin, il n'y aurait pas eu de problème. Et c'est vrai que comme on a tendance à faire toujours ce qu'on aime bien, tu vois, le reste, bah, on le met un peu de côté parce qu'on ne veut pas se fragiliser. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller se mettre en danger, en fait, parce que tu te rends compte de tes lacunes. Sinon, tu restes dans ta zone de confort, tu as l'impression que tu es bon dans ce que tu fais. Bah oui, mais en même temps, enfin, en plus, c'est dans l'air du temps. Enfin, c'est pas nouveau, mais s'il y a bien un truc que le MMA a apporté, c'est ça, tu vois. Enfin, voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais. Si, si, ouais, carrément. Moi, de toute façon, les thèmes, j'adore ça. Tu vois, dans les trucs, les exemples que tu donnais, il y a pas mal de choses que je fais. Là, ce que tu disais, 3 coups, 4 coups, moi, j'appelle ça le 1 pour 1, parce que souvent, je fais Ouais. 1 minute, chacun son tour, un coup, pied ou point, puis deuxième minute, deux, et puis 3 pour 3. Ah ouais, Donc, c'est ça. chacun 3, puis 3. Tu vois, donc je fais 1 minute, un, puis 1 minute, deux, puis Ouais, une ouais, minute, ouais, trois ouais. coups, chacun son tour. Et c'est vrai que ça habitue pas mal. Parce que tu sais pas ce que l'autre il va faire, donc ça t'habitue à Ouais, recevoir les coups, à te protéger, pas trop te désorganiser et être prêt ouais. à répondre aussi Mais je pense que rapidement. si je ne me Et trompe pas, c'est un truc qui était en boxe française. Je pense que cet exercice a vraiment été développé en boxe française plus que dans les autres styles, mais je suis pas sûr. Mais de mes souvenirs, moi, c'est cette idée de course, d'exercice, je pense ouais. qu'elle vient de là, tu vois. Alors moi j'ai Très jamais motrice fait de aussi, savate, tu mais vois. je sais que Ouais, ouais, c'est des choses que moi j'ai trouvées par moi-même avec le temps ouais, que je trouvais efficaces et tout, mais c'est sûr que je les ai pas inventées, mais je les ai pas apprises d'ailleurs. C'est des choses avec le temps, avec ouais, l'expérience, tu t'es que dit, tu te dis tiens ça ce serait une bonne ce sera idée. Mais je intéressant. sais que Ouais, de ouais, toute façon la savate c'est une école qui est hyper bien structurée, ouais, organisée. C'est vraiment bien pour ça la savate, c'est que chaque personne va vraiment apprendre. Bah, il y a un curriculum, tu vois, un cursus ouais, suivi ouais, par tout le monde et ils abordent plein de choses que des fois tu mets longtemps à comprendre dans d'autres disciplines. ouais, Eux, ouais. c'est dans leur cursus, tu vas l'apprendre quoi qu'il arrive, tu vois. Et il y a parce que le fait que tu mettes longtemps à le comprendre, il y en a qui le comprennent jamais aussi, tu vois. Et donc C'est là, vrai. dans la Et savate, ouais, tu passes pas à côté, c'est prévu, c'est dedans, tu vois. ouais, C'est t'es pas en obligé fonction aussi du de. prof, Ouais, ouais, tu vois. exactement. Et t'es obligé aussi de progresser, d'aller progressivement. Peut-être t'as le système d'assaut, là, tu vois. Tu as les compétitions assaut où en fait tu peux pas mettre de KO alors que c'est une compétition, un combat. Et donc c'est intéressant parce que ça te force à te contrôler. Et une fois que tu as passé ça, bah, tu passes après combat et combat. Ça, je trouve ça intéressant au niveau pédagogique aussi, au niveau progression. Parce que parfois en kick et en taille, ils t'envoient un peu à la boucherie après 2 mois et ça peut poser aussi des problèmes, bah, même des problèmes de santé ou des problèmes de niveau dans les compétitions. Tu as des gars qui se font défoncer, ils vont juste là pour. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours bon à long terme, quoi. Donc pour ça, Bah, la si tu veux, savate, moi, c'est super, ouais. alors, il y a toujours des bons coachs et des mauvais coachs, mais des fois, il y a quand même certains clubs d'élèves qui m'ont raconté quand ils étaient ailleurs et tout, où clairement, la technique, c'est un peu pour la décoration, histoire de dire Ouais, qu'on fait de la technique, mais la ouais, finalité du cours, c'est de se foutre sur la gueule, tu vois. c'est ça, Et ouais. donc, c'est dans ces clubs-là où il n'y a pas de thème, il n'y a pas de. Ouais, ouais, Et il y en a qui arrivent à devenir bons quand même, mais faut apprendre en survivant ouais, ouais, et voilà, et par le côté dur et tout ça, ouais, c'est ouais. vraiment. Enfin, tu Mais à vois, un moi, moment dans les donné, thèmes, par exemple, il y a ouais, des trucs que j'aime bien, c'est le au moins un, par exemple. C'est-à-dire que pour changer un peu, de dire, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, je vais te dire, allez, là, je veux au moins un point encore, mais je ah te ouais, dis pas ouais, lequel, tu vois. ouais, ouais, Ou, ouais, ou tu termines tout le temps par ta jambe avant. ouais, Mais exact, je te dis ouais. pas quoi faire, en fait, tu vois. Tu fais ce que tu veux du moment que tu termines par la jambe avant. Je te dis pas laquelle, je te dis pas dans machin. Ouais, Tu vois, ouais, des ouais, trucs. J'aime bien avoir des thèmes hyper cadrés qui laissent moins de liberté, tu vois, mhm. aux personnes, et des thèmes plus ouverts qui vont quand même induire un travail que j'ai envie qu'ils fassent, Ouais, mais ouais. avec de la liberté, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. C'est que ça, tout ça, c'est le genre de truc qui fait vraiment progresser les gens, même. Parce que sinon, c'est un peu des trucs que tu dois découvrir par toi-même et quand t'es un coach, le but, c'est d'aider tes élèves à progresser, ouais, ouais, non, oui, ça, ce genre de truc, c'est intéressant, ouais. Et en plus, c'est un truc qui te permet de travailler des choses spécifiques tout en développant quand même ton propre style. C'est-à-dire que tu n'enfermes pas la personne dans un style Ouais, où il faut absolument faire comme ça, c'est vrai, mais ouais. tu lui fais des propositions pour qu'il enrichisse son panel technique, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, c'est juste. Donc tout ça, c'est bon à prendre, ouais. Ouais, ouais, c'est Qu'est-ce clair. qui t'a donné, toi, cette envie donc de déjà d'où ça vient cette passion pour les arts martiaux? Comment ça a commencé Ouais. est-ce que tu sais comment c'est venu? Oui, c'est une grosse question qu'on me pose tout le temps. Hem, oui, alors oui, je pense avoir identifié au moins certains facteurs. Le premier, enfin, très sincèrement, si je me rappelle mon enfance,
c'est les mangas et c'est Bruce Lee. Je pense vraiment très concrètement, comme des millions de personnes, mais ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup influencé. On pourrait faire quasiment un podcast là-dessus parce que j'ai pas mal réfléchi sur les valeurs qui sont transmises, tu vois, s'entraîner dur pour arriver à un résultat, c'est tu sais, le combat du bien contre le mal, enfin, tu vois, des choses quand même qui parlent, qui sont universelles. Euh, il y a ça, je pense, voilà, c'est une culture en fait, là, une culture martiale dans laquelle j'ai baigné depuis que je suis petit. Les tout premiers jeux vidéo aussi, même si je joue plus aux jeux vidéo aujourd'hui par choix, parce que j'ai pas le temps, je préfère m'entraîner réellement que de combattre sur un écran. Mais j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. J'étais un fan de Street Fighter 2. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup influencé. En fait, puis Bruce Lee, ça, pour moi, ça reste la référence, voilà, la vraie référence. C'est ce qui m'a donné aussi envie de pratiquer concrètement. Et les arts martiaux que j'ai choisi de pratiquer, c'est en fonction aussi de ce que Bruce Lee avait fait, etc. Mais surtout, je me disais, donc ça, c'est le premier truc, donc l'influence des médias, des films, des dessins animés. Surtout quand tu sais que tu es un enfant, jeune ado, bah, tu sais, tes yeux ils brillent et donc d'office, c'est ça qui te donne la motivation. Tu as envie de le ressembler, quoi. C'est un peu. Et alors, la deuxième chose, c'est que je trouvais ça cool de savoir faire autant de choses avec son corps, tu vois. Tu vois, il y a beaucoup de disciplines, enfin, certaines disciplines où tu as besoin de rien du tout, tu as juste besoin de ton corps. La danse, c'est pareil, enfin, tu vois, ou la gymnastique, enfin, voilà. Mais je trouvais ça assez impressionnant. Par exemple, moi, ce qui m'impressionnait, c'était les coups de pied au visage. Et j'étais là, mais parce que j'étais pas du tout souple des hanches, etc. Donc j'ai mis beaucoup de temps à savoir faire un coup de pied au visage correct. Ça m'a pris au moins 2 ans. Et par rapport à des amis qui étaient plus souples, j'étais un peu frustré. Et ça, pour moi, c'était la référence ultime, quoi. Ça va faire des coups de pied retournés, des coups de pied au visage. Et maintenant, j'ai tellement bossé. C'est pour ça que j'ai fait de la savate, parce que eux, c'était à l'ancienne, hein, donc grand écart, et puis étirement à fond pendant une demi-heure sans s'arrêter, et puis après des coups de pied dans tous les sens. Et non, et les coups de pied, j'adorais ça. Et alors aussi, un autre point, c'est que j'ai toujours été quelqu'un d'assez pacifique et calme. Puis je me suis rendu compte dans le milieu dans lequel j'étais c'est important de savoir se défendre. Quand t'es un, voilà, c'est un peu des clichés, hein, mais quand t'es un mec, t'es un ado, à un moment donné, il faut savoir te défendre, tu vois, que ce soit physiquement ou même enfin, psychologiquement, savoir dire non, savoir dire stop, savoir mettre la barrière avec quelqu'un. S'il faut à un moment donné, voilà, se défendre physiquement parce qu'un gars vient t'emmerder, ben, c'est important de savoir le faire pour avoir un peu du respect de la part des autres, etc. Enfin, c'est ce que tu te dis quand t'es ado, tu vois. C'est quand même un aspect important. Et donc voilà, et donc je me suis dit, mais ça n'a jamais été mon motif principal, mais ça a été quand même une des raisons pour lesquelles. Et alors aussi, je me souviens, j'avais un ami qui avait commencé le kung-fu, et je discutais avec lui, c'était l'année avant que je commence, et je disais, ah, mais c'est bien le kung-fu, moi ça me fascinait, mais je n'osais pas y aller. Et il me dit, et je dis, ah, c'est bien le kung-fu et tout, il me dit, ouais, c'est trop bien et tout, on se met plein de coups de pied au visage et tout. Puis quand il me dit ça, je dis, mais des coups de pied au visage, mais pourquoi est-ce que les gens se mettent des coups de pied au visage? Tu sais, après, en fait, c'est marrant parce que maintenant, quand on m'envoie des mails pour mes cours ou des parents qui me contactent, etc., souvent c'est ah monsieur, mais est-ce qu'il y a des risques de se blesser? Moi, j'ai pas envie que mon fils se casse le nez, tu vois? Oui, ça, Et c'est le classique, ouais. ouais, c'est le grand classique, mais ce qui est normal parce que de l'extérieur, tu te dis un coup de pied qui t'arrive dans le visage, il y a une chance de perdre une dent ou de se casser le nez. C'est physique, tu Mmh. vois? Donc quand tu Ouais. connais pas un peu la façon de travailler, la méthode et aussi parce que ça dépend aussi des clubs, comme tu disais, mais globalement, ça se passe relativement bien. Enfin, moi, j'ai jamais eu de grosses blessures, j'ai jamais eu le nez cassé, par exemple. Et, mais alors, à un moment donné, ce qui te pousse à y aller, c'est cette appréhension, tu dois la dépasser, en fait. Tu dois dépasser cette appréhension, et à un moment donné, tu dois y aller. Et à partir du moment où j'étais à un cours, j'ai plus jamais arrêté. Et ça aussi, c'était mon truc, c'est de me dire, je suis pas le meilleur, et vraiment, sincèrement, je n'étais pas le meilleur, mais je lâchais rien, tu vois. Et je me souviens de mes premiers sparring aussi, je me faisais défoncer, pas méchamment, parce que je pas blessé, mais quand même, tu te prends des gros low kicks, des gros coups dans l'estomac, enfin, tu vois, et avec des gars qui contrôlent pas toujours. Et mais en fait, peu importe ce qu'on me faisait, moi, j'arrêtais pas, ça m'empêchait pas de revenir, tu vois. Et pas parce C'était que en j'avais peur kung-fu les aux yeux ou que premiers. j'étais un peu dingue, mais juste parce que je voulais pas abandonner et que j'avais vraiment envie de progresser. Donc voilà. C'était en kung-fu les premiers sparring? Ouais, c'était du kung-fu de combat, ouais. Enfin, je sais pas si tu vois, avant le Sanda, il y avait des kung-fu de San combat Le avec des, Sanchu? ouais, bah, ils appelaient ça Sanchu, ouais, c'est ça. Ouais, Avec des petits mitaines et on pouvait pas frapper au visage, tu vois. c'est ça, ouais. Ouais, et d'ailleurs, bon, du coup, c'était un peu dur, mais en même temps, il y avait pas vraiment de boxe. Et en fait, c'est après 1 an ou 2, je me suis dit, mais le kung-fu, c'est bien, mais, et je faisais aussi du Wing Chun. Donc, il faisait Wing Chun un jour, et l'autre jour, c'était Kung Fu de combat, Kung Fu compétition, enfin voilà. C'était avant le Sanda. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est bien, mais moi, je voyais des potes qui faisaient de la boxe française juste à côté. En fait, si tu veux, je m'entraînais dans un grand centre sportif qui est attaché à une université, donc où il y a beaucoup d'activités, et c'est là où je donne cours encore aujourd'hui. Et en fait, il y avait plusieurs styles, hein. Il y avait
là, il y avait le kung-fu, il y avait du karaté, il y avait du judo, il y avait de la boxe française, il y avait de la boxe anglaise. Et tout de suite, j'ai été confronté, parce qu'ils s'entraînaient juste à côté, à la boxe française et aussi au Yosekan Budo. Tu connais le Yosekan Budo, je suppose, hein? Ouais, Ouais. ma femme, Et en fait, elle a commencé par ça, tu vois. ouais, voilà. Et en fait, je voyais les sparring que nous, on faisait. Et j'avais des potes qui s'entraînaient en Yosekan Budo, des très bons potes, et puis des potes qui s'entraînaient en boxe française. Et tout de suite, j'étais confronté à l'approche multistyle, en voyant les avantages de certains styles et les inconvénients. Et tout de suite, alors, après un an ou deux, j'ai commencé la boxe française pour le côté boxe et pour le côté sparring. Et en fait, après, j'ai réuni les deux dans le Sanda, si tu veux, tu vois. Parce que après, le Sanda est arrivé, et donc, moi, pour mes premières compètes, je me suis dit, j'ai pas spécialement envie de combattre en boxe française. À la base, je me sentais plus un artiste martial qu'un boxeur, tu vois. Puis je suis devenu un peu plus un boxeur avec le temps, avec la compète, et voilà. Mais oui, oui, donc tout de suite, j'avais fait aussi des entraînements en karaté, des sparring. Je me confrontais tout de suite à différents styles, en voyant un peu les points forts et les points faibles. Et c'est comme, en fait, du coup, je me suis dit implicitement depuis le début, mon but c'était aussi d'être le plus complet possible, tu vois. Même si je l'ai pas réalisé tout de suite, parce qu'au début, je n'aimais pas la lutte, je n'aimais pas le sol, je n'aimais pas les armes. Et puis après, je suis tombé dans le Kali et tout ça. Donc, enfin voilà. Mais voilà, en gros, si je dois résumer, je pense que oui, il y a d'office la culture jeux vidéo, manga et film. Le côté physique, si l'entraînement, moi j'ai toujours été sportif, j'ai toujours bien aimé m'entraîner. Et, euh, et alors, oui, probablement que le côté self-défense un petit peu, quoi. Et en fait, ce que je dis souvent aussi, ce qui est marrant, c'est que tu as des objectifs au début. Tu sais, hein, moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans, je venais d'avoir 15 ans, mais je m'intéressais déjà depuis longtemps. Je m'entraînais un peu dehors avec des potes, etc. Mais à 15 ans, j'ai fait mon premier cours dans un club. Et c'est marrant parce que tes objectifs évoluent, mais avec le temps, c'est plus du tout les mêmes objectifs que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et Mmh. Eh oui. par exemple, la self-défense, c'est pas que j'y pense plus, mais bon, voilà, avec tout ce que je fais, tout ce que je sais, enfin, j'ai pas de problème en me disant est-ce que je peux me défendre ou pas. Mais du coup, je m'entraîne dans des objectifs beaucoup plus. Alors, en fait, comme je suis prof, il y a aussi la pédagogie, tu vois. Le fait aussi que maintenant, mon but, c'est de garder un bon niveau avec le temps pour continuer à botter les fesses de mes élèves. Donc ça, c'est super important, Mmh. tu vois. Parce que quand tu es prof de combat, ben, si t'es pas crédible, ben, les gens, ils sont pas très intéressés. Et puis, tu vois, après, maintenant, c'est la santé aussi. Maintenant, mon but, c'est de Eh m'entraîner oui. le plus longtemps possible, pas forcément le plus dur possible. Enfin, tu vois. Voilà, je pense qu'à mon avis, tu dois partager plus ou moins les mêmes objectifs que Ouais. moi, quoi. Moi, je suis vraiment raccord sur ça. Souvent, je dis, moi, je me suis pas mis aux arts martiaux parce que j'avais ce besoin d'apprendre à me défendre. C'est plutôt parce que j'étais bagarreur, que j'avais besoin de canaliser. Mais Mhm. souvent, je dis, en tout cas, ceux qui commencent les arts martiaux, les sports de combat pour apprendre à se défendre, euh, c'est pas ça qui te fera rester des années. Non, Donc, soit bah, tu restes sur ça et tu vas arrêter, ouais, c'est ça. soit après, c'est juste que tu es mordu, que tu aimes ça, mais Ouais, les motivations, elles évoluent, et si elles évoluent pas, en général, tu continues pas. Et je sais que la plupart du temps, les pratiquants de longue date, tu vois, comme nous, ouais, quand tu leur demandes au jour J pourquoi ils pratiquent, ils vont pas du tout te dire que c'est pour apprendre à se défendre non, et tout. En fait, c'est juste, ça te plaît. ouais, Et alors, bien sûr, avec le temps, moi, c'est les mêmes préoccupations que toi, le côté santé et tout ça, ouais, ouais, qui devient aussi un peu plus important que quand tu as 20 ans, tu vois. ouais. Mais ouais, c'est des choses qui évoluent avec le temps et heureusement, je pense, tu vois. Oui, oui, moi maintenant, aussi un des objectifs, c'est comme je suis prof, je donne des cours, je donne des stages, etc. Moi, je veux que mon niveau, il soit nickel, tu vois, par rapport à ce qu'on me demande de faire, dans mes démonstrations, dans mes connaissances, comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Ça, c'est une de mes motivations principales. Je dis, si des gens viennent à mes cours, ou si des gens viennent à mon stage, il faut que ce que je montre soit nickel. Il faut pas que je m'invente des vies, tu vois, faut pas que je commence à. Mm. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, je vais jamais aller enseigner des choses que je sais pas faire, ou, tu vois, donc, ça, pour moi, ça, c'est une vraie motivation à continuer à m'entraîner. Enfin, sincèrement, c'est pour ça que je vais à la salle de fitness, c'est pour ça que je vais parfois courir, c'est pour ça que maintenant, je fais du yoga depuis quand même quelques années, parce que ça m'aide, tu vois, aussi par rapport justement, à me maintenir en un bon niveau et en bonne santé physique sur du long terme, à me préserver, tu vois. Je me dis, tu vois, l'image que tu renvoies de l'extérieur, le fait qu'aussi, bah, tu es une forme d'exemple, que certains viennent s'inspirer de ce que tu fais, et donc tu as une certaine responsabilité, tu vois, moi je trouve puis tu es un artiste martial, donc tu dois montrer aussi une image de c'est quoi un bon artiste martial. Ça aussi, pour moi, c'est une motivation, pas vraiment en termes d'ego, mais plus en termes tu vois, ouais, de prof, quoi, tu vois, de respect pour ceux qui viennent suivre mon enseignement. Et pareil dans les vidéos, quand je fais une vidéo, ben, à un moment donné, il faut quand même que ce que je montre soit correct et que ce soit au niveau technique, au niveau physique, ma condition physique aussi. Je veux dire,
si tu sais t'as passé, moi je viens d'avoir 44 ans, tu vois. Donc si tu passes 40 Et ans ben, on a et tu sais plus exactement tenir, le même âge. ah ouais, c'est vrai. Moi, Et j'ai tu sais ouais, plus tenir trois rounds de 3 minutes, enfin, t'es pas crédible non plus, tu vois. Donc, et ton cardio, si tu l'entraînes pas, tu le perds. Donc, enfin, voilà, moi, c'est ça qui me motive aussi à continuer. Mais comme tu dis, je crois que, enfin, je pense que, enfin, je sais pas, je sais plus si je te l'avais dit, mais donc, moi, je donne des cours de psychologie, hein, donc ça, c'est mon métier. Donc, tout ce qui est non, je savais motivation pas. intrinsèque et extrinsèque, c'est vraiment ça, en fait. Ce qui fait que tu es passionné, c'est que tu vas pas penser, ah, il faut que je me défende dans la rue, ou ah, il faut que je devienne champion, ou ah, il faut que je fasse des vidéos sur Internet. Non, t'es passionné, c'est ta motivation à toi, c'est ta progression. Et puis, tu dois aimer le processus, en fait. L'apprentissage, Mmh. la remise en question, même quand c'est dur, mais au final, tu trouves l'énergie pour y aller. Moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que comme je donne beaucoup de cours, je suis l'élève le plus régulier de mes cours, tu vois. Mmh. Ouais, comme c'est moi qui donne Ouais, cours, j'ai pas le oui. choix, je dois y aller. Moi, une fois sur deux, quand je rentre chez moi, j'ai pas spécialement envie d'aller m'entraîner, dans le sens où je préfère aussi faire Mmh. autre chose, tu vois. Mais comme j'ai des obligations et comme j'ai cette passion en moi, ben ça va toujours dépasser, enfin pas toujours, je vais aller 3 fois sur 4 ou 9 fois sur 10, ça va dépasser cette petite envie de rester chez soi et de faire autre chose. Et aussi parce que quelque part, ben, j'ai des obligations, des responsabilités. Et du coup, c'est ce qui te maintient aussi sur le long terme, parce que final, bah oui, du coup, tu t'entraînes. C'est ça qui fait que tu t'entraînes régulièrement. Puis tu as une conscience professionnelle de ce que tu fais. Mais je crois que comme tu dis, ce qui nous habite au départ, c'est une passion. C'est une passion et c'est quelque chose par lequel tu es mordu, qui fait partie de ta vie. En fait, tu as organisé ta vie autour de ça. Et du coup, c'est dur de t'en défaire. Alors, pas forcément parce que parfois on dit oui, mais alors c'est comme une drogue. Bah, je dis ça dépend. Si tu parles de drogue et symptômes de sevrage, etc. Enfin, moi, si je m'entraîne pas pendant une semaine, ça m'empêche pas de dormir et de profiter de mes vacances, quoi. Mmh. Ouais. Par contre, oui, ça fait partie de ma vie, donc c'est un équilibre. Moi, je pense, et l'entraînement physique fait partie de mon équilibre. Et c'est vrai qu'après 2, 3 semaines, si je fais aucune activité physique, ça me manque. Mais donc voilà, mais c'est pas non plus des symptômes Oui, mais comme quand oui. tu dois. C'est juste, Ouais. ça fait du bien, ça crée des sensations, qui Mhm. nous plaisent et tout ça, de bouger son corps de cette manière-là, donc c'est Ouais. quelque chose qu'on aime faire, Ouais. mais on n'en est pas dépendant non plus, mais si on peut le faire, on est mieux, quoi, c'est tout. Oui, on est Et mieux, et tu donc ça parlais de t'apporte du positif ouais. dans ta vie, en fait. Et Tu parlais, ouais, tu parlais du coup, d'entraînement physique, de rester en forme et tout ça. ouais, Tu peux un peu nous raconter, peut-être, ton parcours justement sur, ton cheminement sur le côté préparation physique et tout? Comment tu ouais, t'entraînais, sur la partie physique à tes débuts, quand tu as fait de la ouais, compète? Où tu en es aujourd'hui? Et les ouais. choses que tu as changées, peut-être les erreurs que tu as pu faire, tu vois? Alors, au niveau de la prépa physique, ok. En fait, dès le départ, comme je te disais, je te parlais des films, etc. Donc, moi, je suis belge, hein, donc la référence à ce moment-là, c'était aussi Jean-Claude Van Damme, tu vois, qui, Ouais, quoi qu'on en dise, enfin, c'est un gars qui a vraiment aussi un peu révolutionné le cinéma des arts martiaux et qui a quand même réussi là où beaucoup ont échoué. Et donc, et puis bon, il et avait en quand plus, même. moi, j'avais été m'entraîner chez Claude Goetz, Ah ouais, et franchement, ils ont un bon niveau dans le club, oui, dans le oui, côté, foule et tout, ouais, 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 ouais. Non, non, tout à avec fait, leurs ouais. jambes moi j'avais tourné avec les compétiteurs et tout, Ah ouais. mais c'est pas facile de les approcher, quoi, Non, non, ils ont des ouais, ça jambes, part un peu dans tous les sens, ouais, ouais, c'est ouais, clair. Mais non, parce que tu vois, là aussi, je pense que ce qu'il a fait connaître, c'est, enfin, d'une part son grand écart et de l'autre son physique. Tu vois, ouais, tu sais, les gros muscles des années 80, Stallone, mmh, machin, Van Damme et Schwarzenegger, ça. Donc tout de suite, tu te dis, quand tu es gosse et ado, tu dis, tu as aussi envie d'être musclé. Tu vois, ça, c'est aussi une motivation, quoi. ouais, Et donc, en fait, dès que j'ai commencé les arts martiaux, j'avais accès à une salle de fitness, en fait, qui était dans le centre sportif où j'étais. Et j'ai tout de suite, en fait, j'ai eu cette intuition. Personne ne m'a dit de le faire, mais je me suis dit, ah, mais il faut, tu sais, si tu veux être fort, il faut aussi que ton corps il soit fort. Tu vois, tu peux pas être juste être fort avec ta technique. Tu dois aussi avoir un corps qui suit derrière. Tu vois. Donc ça, j'ai réalisé que quand même, un point de vue, on va dire musculature, de manière, on va dire harmonieuse, hein, parce que le but c'est pas de faire du bodybuilding, c'est une erreur qu'on croit au début, c'est que les gens qui ont des gros muscles c'est les plus forts, mais c'est pas vrai du tout. Mais quand non, même, tu vois, quand tu es un athlète ou quand tu pratiques régulièrement, tu sens que ton corps, il a besoin d'être en forme, il a besoin d'une certaine, voilà. Donc ça, j'ai toujours intuitivement compris. J'ai jamais vraiment suivi des programmes, etc. Mais j'ai toujours fait du fitness à côté. Voilà, je veux dire, à la salle de fitness pour m'entraîner, pour travailler la musculation, tu sais, les trucs un peu basiques, quoi, tu vois. Et alors ça, et le cardio. Ça, le cardio, j'ai tout de suite vu que c'était une arme, en fait. Quand tu regardes maintenant les combats professionnels, quand tu vois des gars qui, au cinquième round, sont au
même rythme qu'au premier, tu te dis, ouais, enfin, c'est incroyable. Tu as des gars qui gagnent aussi, qui sont hors normes, comme bah, si tu prends Khabib ou Georges Saint-Pierre, leur cardio, Mm. ou Cain Velasquez, comme tu parlais, leur cardio, il est incroyable, tu vois. Et c'est une vraie Ouais. arme. Et donc, je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais tu peux aussi le bosser, tu vois. Donc, le Et cardio. Et comment ça, tu le je pense que bosses? c'est. Ouais, vas-y, tu veux dire quelque chose? Comment tu le bosses, ton cardio, toi? Bah, en fait, je pense que je l'ai bossé en faisant le plus de sparring possible. Et alors, la deuxième chose, là où ça m'a fait monter d'un cran, c'est quand j'ai commencé vraiment le Muay Thai et quand j'ai fait du camp de Muay Thai en Thaïlande. Parce que là, quand tu vois le rythme des entraînements avec la chaleur, 35 degrés, l'humidité, et c'est marrant, je me souviens très bien. Donc, c'était la première fois que j'ai été, c'était en 2015, faire un camp au Tiger Muay Thai. Et en fait, j'aime pas trop courir, comme beaucoup de pratiquants d'arts martiaux. Je Ouais, crois qu'on n'aime pas trop fan de course, mais je cours quand même, je fais un minimum, quoi. Et mon petit truc, c'est, enfin, allez, mon exercice, l'exercice que je fais pour ma balise, si tu veux, c'est que je cours 3 kilomètres en moins de 15 minutes. Donc, ça fait plus ou moins du 12 à l'heure. Mais je commence, tu vois, alors je fais ça sur un tapis, je commence à du 10, je termine à du 15. Tu vois, comme ça, j'augmente l'effort. Un peu comme le test, je sais pas si c'est le test de Cooper ou, enfin, il y a un test comme ouais, ça où tu dois augmenter ta vitesse au fur et à mesure. Et donc ça, j'aime bien. C'est un type d'effort qui correspond assez bien aussi à ce qu'on fait dans les sports de combat. Et en fait, globalement, je suis plus ou moins toujours autour de 14h30. Puis j'avais été faire mon camp en Thaïlande et j'étais revenu après 3 semaines et j'étais genre à 13h40. Tu vois, ce qui est quand même, quand tu gagnes quasi une minute sur un truc mm, quand même déjà assez intensif et sans forcément forcer, tu vois. Et je m'étais dit, ouais, en fait, là, mon cardio, en bossant au PAO, vraiment sérieusement, et notamment en faisant des camps où là, tu le fais tous les jours, là, j'ai vu que mon cardio avait encore monté. Et c'est ce niveau-là que j'essaye de maintenir, tu vois. Tu peux pas hein, tout le temps. Quand je retourne en Thaïlande, les 3 premiers jours, c'est dur, tu vois. C'est dur physiquement. Mais voilà, maintenant, je sais que si tu me demandes maintenant d'aller faire 1 heure de sparring, je fais 5 minutes d'échauffement, après, je suis dedans. À un certain niveau, ouais, évidemment, hein. C'est comme quand tu vas courir 1 heure, tu cours à du 10, du 11. Ben, voilà, tu sais que tu vas tenir, tu vas transpirer, mais tu vas pas être mort à la fin. Mais tu vas pas courir à du 20, tu vois. mm. Donc, si moi, ce niveau de sparring, on va dire entre 50 et 60% d'intensité, je peux le tenir sur 1 heure. Et c'est ma balise aussi, tu vois. Je me dis, ça veut dire que mon niveau est encore là. Et pour le bosser, je pense que c'est simplement, c'est beaucoup, beaucoup de PAO et aussi beaucoup de sparring. En fait, moi, je pars du principe que si tu veux être bon dans quelque chose, c'est ça que tu dois faire et pas te préparer pendant 10 ans pour pouvoir le faire, tu vois. La spécificité, ouais. Ouais, les spécificités, tu vois, je suppose que tu as ça aussi. Parfois, des gens qui te disent, ah, j'aimerais bien faire des sports de combat, mais il faut d'abord que je me remette en forme avant de faire des sports de Mm, combat. Mais non, c'est ouais, en faisant des sports de combat que tu vas te mettre en forme. Alors oui, ça va ouais. être un peu dur au début, mais si tu vas courir pendant 1 heure dans un parc, ça va pas te préparer à à des rounds de boxe parce que l'entraînement fractionné, c'est un cardio qui est différent, tu vois. Donc, Bah, moi, c'est vrai que j'aime bien la spécificité parce que aussi, ouais, euh, bah, ce que j'aime, c'est pratiquer. Du coup, aller courir, je suis pas en train de pratiquer ce que j'aime, ouais, c'est même ça. si ça pourrait m'aider. Donc, moi, je préfère, parce que tu as plusieurs filières énergétiques et tout que tu peux travailler. Donc, Exactement, ouais. je préfère faire du shadow long. Là, j'ai même fait à un moment, là, je faisais un programme en ligne et avec un groupe, on a terminé à 1 heure de shadow non-stop, tu Ah vois. ouais, 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 quand même, ouais. Et aussi à côté de ça, différents protocoles de fractionner au Ouais, sac de frappe et tout ça, ouais, tu vois. exact. Ouais, ouais. Parce que bon, moi, je m'entraîne pas mal seul aussi maintenant. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. j'ai pas mal de personnes qui me suivent et qui prennent mes programmes, qui s'entraînent seuls aussi. Donc, Ouais, je mets pas du PAO dans mes programmes en ligne. ouais, Je mets plus du sac et du shadow, tu vois. Mais c'est vrai que tu as moyen de te construire un très bon cardio. Et là, avec ce programme que j'avais fait, j'ai plusieurs personnes qui après s'entraînent en club qui disaient putain, ça y est, je suis une machine de cardio, ouais, quoi. ouais, 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 ouais. En Alors ouais, la course, c'est pas que c'est pas bon pour le cardio, mais c'est quand même toujours moins spécifique. Ouais, c'est moins Et spécifique. j'ai vu quand même plusieurs fois des gens qui avaient une très bonne endurance en course, mais qui ne savaient pas gérer leur effort dans la pratique Ah oui, de la boxe ou la boxe pied-point et qui ouais, se ouais, fatiguaient très vite quand même malgré un bon cardio en ouais, course. Parce que clairement. la spécificité fait aussi que plus tu vas pratiquer quelque chose, plus tu vas être à l'aise et plus tu vas savoir économiser, tu vois? Ouais, Tu c'est vas être clair. efficient, tu vas Exactement, moins tu te fatiguer efficient, ouais. pour la même action. Ouais, Et tout à donc, fait, ouais. ça vient en faisant, tu vois? Donc, Ouais, quand tu tu plus vas courir, relâché. tu vas peut-être Ouais, ouais. Mmh. voilà, tu vois, en courant, tu vas peut-être améliorer ton cardio dans l'absolu, Ouais, mais ça va pas t'améliorer, ce côté de, j'apprends à devenir plus efficace et à ouais, ouais, savoir, m'économiser dans ma pratique, tu vois? ouais. Ouais, j'ai un exemple très concret, j'ai un de mes collègues, lui, il est un peu comme moi dans un arts martiaux, mais lui, c'est dans le triathlon.
Et donc, à très très haut niveau en Belgique, enfin voilà, il a fait plusieurs Ironman, etc. Et puis il était curieux de savoir ce que je faisais, donc il est venu une fois à un de mes cours de boxe. Et après 2 rounds de sparring un peu léger, mais un peu intense, où je voulais juste qu'il teste un peu, je voyais il était essoufflé, tu vois. Alors que le gars, il a une Ouais, condition physique. Je suis en triathlon, il m'écrase. Enfin, tu vois, moi, le triathlon, pour oui. moi, c'est un truc de fou, tu vois. Mais donc, c'est drôle parce que, comme tu dis, c'est du spécifique. Par contre, comme tu Mm. disais, ce que j'ai changé avec le temps, maintenant, je fais beaucoup plus de, enfin, comme c'est un petit peu aussi dans l'air du temps, du functional training, tu vois, HIIT Ouais, et tout ça. Et ça, parce que ouais. ça, c'est clair, que c'est vraiment ce type d'entraînement dont on a plus besoin pour les sparring, pour les sports de combat où l'effort est quand même fort fractionné. Et alors, ce que je fais, j'introduis ça maintenant dans mes échauffements. J'ai toujours fait des échauffements aussi très physiques dans mes cours. Avant, je faisais des cours d'1 heure et demie, je faisais une demi-heure d'échauffement physique, cardio, etc. Puis 1 heure de cours. Maintenant, je fais des cours d'1 heure. Mais en 10 minutes, tu vois, je dois avoir travaillé. Donc, par exemple, je fais, tu vois, dans le HIIT, tu as 20 secondes de travail, 10 secondes de pause, 20 secondes de travail, 10 secondes de Le pause. Tabata, ouais. Mm. Voilà, le Tabata, ben ça, je fais ça parfois dans mes échauffements. On s'échauffe 5 minutes, on fait un Tabata et puis on est parti, tu vois. Et Mm. ça c'est ce qui a changé avec le temps. Et comme tu dis, être plus efficient, c'est-à-dire, c'est pas seulement efficace, mais en dépensant moins d'énergie, moins de temps. Et c'est comme à la salle de fitness. Avant, j'y allais pendant 2 heures, parfois 2 heures et demie. Je me souviens, je faisais faire un maximum d'exercices pour me dire que je m'étais vraiment entraîné. Maintenant, je fais des séances de 45 minutes, 1 heure. Pas parce que je suis fatigué, mais c'est juste parce que je suis plus efficace et je cible davantage mes entraînements. Parce que sinon, ça prend du temps. Hein. Enfin, t'imagines déjà qu'on fait plusieurs disciplines. Alors, si tu dois passer 4 heures par jour à travailler chaque discipline, c'est pas possible. Donc, tu dois rentabiliser ton temps, ton énergie. Puis, comme tu dis, tu te connais mieux, tu es plus efficace. Et puis, on est beaucoup plus concentré aussi, on est moins dispersé. Donc, tu sais, moi, quand je vais à la salle, j'ai pas mes écouteurs, je mets pas un écran en face de moi. Par contre, ce que je fais, je le fais à 100%. Et du coup, j'ai l'impression d'être plus efficace que quelqu'un qui regarde son téléphone et qui donne un coup de fil dès qu'il a fait une série, tu vois. Ouais. Ça, c'est aussi l'impact de la concentration et de l'attention. Tu vois, ce qu'on appelle la pleine conscience. Ben, dans tout ce qu'on fait, en fait, à partir du moment où tu es vraiment en mode pleine conscience, tu es beaucoup plus efficace dans ton entraînement, et sans parler de la visualisation, etc. Et ça, c'est juste, voilà, si tu te demandais ce qui a changé entre il y a 20, 25 ans et maintenant, ça, c'est clair que ça a changé. Donc voilà. Et ça, j'essaie de le transmettre aussi dans mes cours, quoi. Donc, ouais. Et comment tu as trouvé, parce que c'est pour moi, c'est quand même du courage aussi, le courage, moi je l'ai fait quelques fois, mais beaucoup, beaucoup moins de fois que toi, Ouais, d'aller t'entraîner à ouais, l'étranger, d'aller chercher des personnes qui pouvaient être des modèles ou ouais, tu vois, qui avaient vraiment des niveaux qui peuvent être impressionnants parfois et ouais, tout. Voilà, moi je l'ai fait quelques fois, mais c'est quand même une épreuve. Alors, je suppose que plus tu le fais, plus ça ouais, devient peut-être facile en quelque sorte. Mais souvent, tu vas dans un pays avec une culture différente, tu as un langage différent, tu connais personne, enfin, peut-être tu vas tout seul. Moi, j'avais été souvent tout seul aussi. ouais, ouais, Donc, il y a un côté intimidant. ouais, Voilà, alors, c'était quoi le. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi, ouais. mais tu as quand même passé, tu as réussi à passer outre ça et à chaque fois vouloir renouveler l'expérience? C'est quoi le moteur derrière? Voilà. Ouais, ça c'est une grande question, mais c'est intéressant comme question parce qu'on me l'a jamais posée. Et Parce qu'on dit quand même que tu es le globe-trotter, le ouais, Martial globe-trotter, donc il faut ouais, savoir d'où. c'est vrai que sur YouTube j'avais fait une petite série qui s'appelait Martial Globetrotter pour partager vraiment mes expériences. Et après, c'est marrant parce qu'après ça, j'ai été voir la définition du Globetrotter au dictionnaire. Et en fait, j'ai vu que c'était quelqu'un qui voyageait seul et qui cherchait Ah à ouais. rencontrer des gens. Tu vois, c'est marrant, je n'avais pas pensé à ça. Hmm. Et c'est vrai que bon, j'ai aussi beaucoup partagé mes voyages, soit quand j'étais en couple, soit avec des amis, soit avec mes élèves. Mais c'est vrai que allez, les 2 tiers des voyages que j'ai fait, j'étais seul. Et en fait, ce qui est Hmm. complètement paradoxal, c'est que quand tu voyages seul, c'est là où tu rencontres le plus de monde. Quand tu voyages en Ouais. groupe ou en couple, ben, tu es un peu dans ta petite sphère, c'est un peu sécurisant. Mais je crois que ça, c'est lié aussi probablement à ma personnalité, parce que ça fait partie des facteurs de personnalité, l'ouverture à la nouvelle expérience. Il y a des gens qui sont moins ouverts que d'autres aux expériences, et c'est comme ça. Alors, c'est lié à la façon dont on a été éduqué. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une petite cité, tu vois, en Belgique. Pas des cités comme il y a en France, mais bon, voilà, un quartier social. Et donc, moi, tout de suite, j'ai grandi dans un environnement multiculturel, tu vois. J'avais beaucoup d'amis congolais, beaucoup d'amis marocains, beaucoup aussi d'amis d'Asie et d'Amérique du Sud. Notamment des parents aussi, parfois, qui venaient de l'étranger, soit pour travailler, soit pour faire des études. Donc, moi, mes amis d'enfance, j'ai 1 sur 2, c'était pas un ami d'origine belge, tu vois. Enfin, en tout cas, d'origine. Ouais. De nationalité, oui, mais d'origine, non. Et en fait, ça m'a tellement enrichi que depuis, j'avais pas forcément les moyens de voyager, mais après, quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit, mon but, c'est de découvrir le monde.
et je veux aller découvrir d'autres cultures. Et ce qui est intéressant dans les arts martiaux, alors là, on va vraiment parler des arts martiaux et pas des sports de combat, c'est justement cette dimension culturelle où la culture d'origine a un impact sur la façon de pratiquer, la langue. Moi, quand je faisais Kung Fu, j'avais envie d'aller en Chine. J'ai toujours été plus intéressé par les arts martiaux chinois que japonais. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et puis après, ça a été les arts martiaux du sud-est asiatique. Donc là, maintenant, ce que je préfère et dans lequel je me suis spécialisé, c'est Silat, Kali et dans une certaine mesure, Muay Thai, Muay Boran, tu vois. Mais ça m'intéresse ici Mhm. d'apprendre la culture, en fait, de se dire, ben, si tu apprends un art, l'art est né dans un pays, ce pays est influencé par une culture, donc l'art a été influencé par la culture, par la langue, et notamment, tu vois, dans les arts martiaux asiatiques, il y a quand même une forte influence du bouddhisme, même en Muay Thai, hein, tu vois, la relation entre le coach et le combattant, c'est quand même, voilà, c'est assez particulier. Tu as les moines de Shaolin en Chine et tout, donc ça m'a toujours un peu fasciné. Et je me dis, mais si tu veux mieux connaître un art, il faut aller sur le lieu d'origine, tu vois. Mhm. Voilà, maintenant avec les sports de combat, ben, avec le MMA, ça s'est mondialisé, donc c'est devenu quasi normal d'aller s'entraîner, faire des camps à l'étranger, etc. Après, moi, j'ai toujours voulu aussi parler anglais. Enfin, voilà, j'avais fait des cours d'anglais, etc. Je me suis toujours dit, si tu veux parler anglais, tu dois voyager. Et c'est une très bonne façon de rencontrer de nouvelles personnes et justement, comme tu dis, cette petite réticence que tu as, un peu comme ce que je disais avec mon premier cours d'arts martiaux, tu débarques dans la salle, t'as pas envie d'y aller, t'as pas envie de te prendre des coups, mais peut-être que la curiosité est peut-être plus forte que le reste en fait, tu vois. Mhm. Et la volonté de progresser, l'ouverture d'esprit et la curiosité, je dirais, ça a toujours été plus important que mes peurs, ma réticence ou c'est comme enfin je me souviens j'avais un gars qui s'entraînait chez moi puis à un moment donné il a décidé d'aller en Thaïlande pendant 6 mois et il faisait du kung fu avec moi ou il faisait du jeet kune do avec moi et lui, maintenant, il était à fond Muay Thai. Il a fait 4 combats. Il a gagné ses 4 combats. Il était à fond. Il était allez, complètement immergé avec la culture, avec les coachs. Mhm. Il se sentait bien parce qu'il était suivi. Des gens s'occupaient de lui, etc. Et en fait, moi, je lui ai dit, mais en fait, c'est génial ce que tu fais. Ça donne envie. Et je dis, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et donc, quelque part, c'est une expérience c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Et bon, j'ai eu de la chance, c'est qu'avec le boulot que j'ai, le temps, enfin voilà, j'ai pu m'organiser pour voyager pas mal. Euh, comme je suis prof, j'ai beaucoup de congés, etc. Et donc, à chaque fois que j'avais des moments de libre et que j'avais un peu de sous de côté, ben, en fait, je faisais un voyage. Et puis, via les réseaux sociaux, les médias, Internet, etc., ça quand même, voilà, j'ai découvert des endroits où j'avais envie d'aller. Et en fait, une de mes motivations aussi, c'était de m'entraîner avec les meilleurs, tout simplement. Moi, je me suis dit, mais mon Mhm. but, c'est de m'entraîner avec les meilleurs. Et pour t'entraîner avec les meilleurs, bah, tu dois casser ces barrières, tu dois aussi être bon. Et puis, en fait, après, ben, le retour, il est énorme parce que ça te fait progresser d'une façon. Enfin, moi, j'ai toujours ce qui m'a fait, en tout cas dans les sports de combat, ce qui m'a fait le plus progresser, c'est première chose, c'est faire des compétitions. Parce que là, ça change complètement ton rapport au combat. Et la deuxième chose, c'est m'entraîner avec des pros. Et vraiment des pros, hein. Donc, des combattants pros. Et là, j'ai vu quand j'ai vu la différence entre le niveau pro et le niveau amateur, j'ai vraiment ouvert les yeux comme ça. Et en fait, mon but, c'était pas Mhm. d'être un combattant pro, parce que moi, j'ai ma vie à côté. Voilà, j'ai jamais voulu vivre de ça, en tout cas vivre du combat. Mais mon but, c'était de dire, j'aimerais bien avoir leur niveau. Mais c'est idéal, tu vois, c'est une sorte d'idéal que tu te projettes. Mais je dis, mais si au moins je pouvais avoir un bon niveau et que je pouvais avoir un bon partenaire pour eux, et pour ça, bah, tu es obligé de te mouiller, tu es obligé d'aller au charbon, comme on dit, je crois en boxe français, ils disaient beaucoup ça, aller au Ouais. charbon. Ça, dans les Mhm. pays du Nord, dans la région du Nord, et la Belgique, etc. Et alors, c'est une expression qu'on utilise pas mal. Mais je me dis, et Ouais. en fait, si tu veux l'envie de progresser, l'envie de m'entraîner avec les meilleurs, et peut-être la curiosité, et le voyage, parce que le goût du voyage, hein, vraiment, il faut avoir le goût du voyage. Enfin, moi, j'ai ce goût du voyage, que ce soit pour les arts martiaux ou autre chose, j'adore voyager. Et parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour progresser, en fait, mais même pour progresser en tant que personne, d'être confronté à des cultures différentes. Ça te rend beaucoup plus humble. Ça te fait comprendre aussi que ta culture, c'est pas forcément la meilleure. Tu vois, là, mais tu sais, un peu ce truc Mhm. qu'on a tous, qu'on voit qu'en Occident, enfin, tu vois, on a un peu ce complexe de l'occidental, etc. Moi, je me méfie quand même pas mal de ça. Et puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de richesse, en fait, à côtoyer des gens qui sont pas forcément la même culture que toi, mais aussi avec qui tu partages une passion en commun. Et c'est là qu'il faut qu'on forme quand même la famille martiale, c'est une sorte de grosse famille, parce qu'on se rapproche, si on se rapproche pas dans la culture, on se rapproche dans la passion, tu vois. Et on se Ouais. comprend même avec la barrière de la langue. Et ça, je trouve ça super Mhm. enrichissant, en fait. Et c'est que auquel j'ai goûté. Et bon, là, avec le Covid, pendant 3 ans, j'ai quasi plus voyagé, en tout cas pas pour ça, et pas aussi loin. Mais maintenant, j'ai refait justement des voyages cette année, et ça m'avait trop manqué, tu vois. Et après, tu revois des gens, tu vois, par exemple, comme je t'avais dit, je suis retourné à l'Académie Inosanto à Los Angeles, parce que Dan Inosanto, c'est un de mes profs principaux,
que je suis aussi depuis une vingtaine d'années. Et maintenant, à l'Académie Los Santos, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été. Donc, j'étais pendant 10 ans, j'étais chaque année. Parfois, une fois, je suis resté 3 mois, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment des amis proches là-bas, tu vois. Hmm. Et c'est comme, on est comme une sorte de famille. Et quand je suis revenu, ça faisait 5 ans que j'avais pas été, tu te sens accueilli, tu vois. Puis les gens veulent te voir. Puis, ah, c'est cool, on va s'entraîner ensemble. Puis, on se fait un entraînement à la plage. Enfin, tu vois. Et au final, tu développes des relations aussi amicales assez fortes. Enfin, si tu es ouvert à ça. Et à travers l'entraînement, je trouve que l'entraînement, c'est aussi une bonne façon de faire des rencontres. Et tu partages Et des c'est un émotions avec les accélérateur. autres. De quoi? C'est un Exactement. accélérateur Ouais, de liens, en quelque sorte. Je pense qu'on peut dire exactement, ouais. ça comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est qu'on ne peut pas se cacher. On peut pas cacher sa vraie personnalité, sa vraie personne Ben dans non. l'entraînement. En tout cas, on peut pas cacher ça longtemps. Et Ouais. donc, il y a une Ton vraie. niveau, non, tu peux pas le cacher. Ouais. Et oui, mais je veux dire, mais même la personne que tu es, Ouais, c'est vrai, ouais. tu vois, tu as des réactions, des choses que tu vas pouvoir détecter et tu vas vite sentir si la personne en face de toi, c'est quelqu'un avec qui ça match ou pas, Ouais, si c'est vrai, tu vois, en termes de valeur, tu te sens bien. Et donc, ça va plus vite, tu vois, les masques qui tombent très vite. c'est ça. Et du coup, bah ouais, les relations, elles vont plus vite à se créer. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est hyper appréciable dans la pratique des arts martiaux et des sports de combat. Ça crée des liens Mhm. vite et enfin plus vite, je trouve, que dans la vraie vie et durable, tu vois. Ouais, c'est vrai. Toi, t'avais été, si je me souviens bien, j'avais vu que tu avais été chez Eric Paulson, c'est ça? Ouais, mais on va pouvoir parler d'Innocento et tout parce que c'est Ah un ouais, sujet qui est intéressant et ok. peut-être que dans les générations actuelles, il y en a qui ne le connaissent pas. Donc, Oui, c'est oui, comme un grand ça devient de monsieur. moins en moins connu, ouais. Ouais, c'est un grand monsieur, on va pouvoir en parler. Juste, je voulais te poser avant d'aborder Innocento une Ouais. question. Est-ce Mhm. que, parce que parfois ça peut arriver, de se dire, tiens, j'ai absolument envie d'aller voir cette personne et tout, ça a l'air génial. Et est-ce que tu as déjà été déçu, tu vois, de te Déçu. dire, tiens, je vais aller là, et au final, bah, c'est pas ce que je croyais ou c'est pas la personne que je croyais. Euh, ah, là, j'ai aucun souvenir qui me vient en Bah, tête, donc c'est si on probablement n'a un pas, c'est pas signe. grave, hein, tu vois. Non, non. J'ai plutôt été agréablement surpris. Alors, je crois que toi aussi, tu as pratiqué pas mal de Wing Chun avec Didier Bédard. Ouais, moi, depuis que ça fait 30 ans que je fais le Wing Chun. Ouais. Ah, bah, voilà, bah, moi, c'est mon prof de Wing Chun. Enfin, on a une super relation. Et genre, je me souviens très bien, la première fois que j'ai fait un stage avec Didier Bédard, c'était à Bruxelles en 2003. Et en fait, tu vois, dans ses vidéos, il est toujours, tu vois, il est super sérieux. Et puis quand tu le Hmm, rencontres en vrai, il est génial en fait. Il est tellement original, il fait tout le temps plein de blagues et en même temps il a ce niveau, enfin son niveau il est hmm. exceptionnel. Et ça c'était agréable, tu vois. Et du coup ça casse un peu, ça brise un peu la glace. Donc ça moi je trouve, enfin c'était, j'ai eu la même chose avec Fred Mastro. Tu vois qui c'est Fred Mastro, hein? Ouais, ouais, Spécialiste donc Penchaxilat aussi. ouais ouais voilà. Donc lui c'est self-défense, penchakilat à la base, etc. Et à l'époque c'était la référence en self-défense en Belgique. Et donc je me suis dit ben pour la self-défense j'avais envie de m'entraîner avec lui. Et pareil, quoi, le gars, bon, c'est un vrai guerrier, enfin, ça, y a rien à dire. Maintenant, on s'entend super bien, on est devenus amis. Mais à l'époque, il y avait quand même une différence d'âge. C'était un peu une référence. Et pareil, l'accueil, le côté sympathique, tu vois, malgré la dureté de l'entraînement, et le fait que le gars, ça fait 20 ans qu'il est portier et qu'il te montre des techniques de rue qui sont quand même parfois très, très rudes, tu vois. Ouais. J'ai toujours été agréablement surpris par le côté humain des profs avec qui je me suis entraîné. Pas tout le temps, hein, parce que oui, mais en fait, je crois qu'intuitivement, j'ai aussi choisi les endroits en fonction de ça, tu vois. Et genre au Tristar, c'est pareil, à l'Académie Nos Santos, c'est pareil. Après, je me dis peut-être que les mauvaises expériences. Non, enfin oui. En fait, j'ai eu une ou deux mauvaises expériences, c'est plutôt des stages. Mais Ouais. parce qu'en fait, j'aime bien d'abord tester un cours, faire un stage, voir un peu comment ça se passe, tester la mentalité de la personne. Puis si ça se passe bien, bah, peut-être ça me donne envie de continuer. Si ça se passe pas bien, bah, alors je laisse tomber, tu vois. Mais donc ça m'est Ouais. quand même arrivé 2, 3 fois de rencontrer des gens un peu spéciaux. Mais je trouve que, en tout cas, les grands profs, ceux qui vraiment, ou tu sais, ceux si tu vas dans un camp comme, je sais pas moi, au Tiger Muay Thai ou au Tristar, etc. En fait, les profs, bah, ils sont pros déjà. Et donc, c'est pas que tu vas forcément devenir ami avec eux, mais en tout cas, tu sais, il y a le respect qui est là, il y a ce côté pro qui est très présent que tu as peut-être parfois moins dans les clubs amateurs, je sais pas. Mais en tout cas, je crois que soit j'ai choisi mes entraînements en fonction de ça, soit j'ai eu de la chance, mais je suis Hmm. globalement bien tombé. Le truc aussi, c'est que toi, il faut aussi prendre sur toi. C'est-à-dire, tu dois pas tout attendre des autres. Tu sais, si tu trouves les gens sympas, c'est peut-être aussi parce que toi, à un moment donné, tu es ouvert et t'es pas quelqu'un d'arrogant, t'es pas quelqu'un, enfin, t'essayes de pas avoir trop d'ego, tu viens pour apprendre. Tu sais, tu peux aussi débarquer dans une salle en disant bah moi je suis prof, je vais montrer ceci, je vais montrer ceci. Ben non,
toi, tu es dans cette salle-là, tu es un élève comme un autre, tu vois. Et je Ouais, pense que ton attitude va aussi, comment dire, les conséquences, va avoir des conséquences positives ou négatives en fonction de ta façon d'être. Moi, je suis toujours parti du principe que peu importe mon niveau, quand je m'entraîne quelque part, je suis élève, je suis pas prof, tu vois. ouais, Et pareil dans les autres styles, enfin, quand tu dois recommencer un style à zéro comme le jiu-jitsu brésilien, c'est presque humiliant, tu vois. Je veux dire, tu mhm, connais rien au sol, tu débats, toi, ton spécialité, c'est le pied-point. Tu t'es dit pendant des années que le sol, ça servait à rien, et puis tu débarques à un cours de jiu-jitsu brésilien, tu te fais plier en quatre, tu vois. Et bah, il faut prendre sur soi, en fait. Il faut, soit tu mets ton ego de côté, tu continues, soit tu dis, ouais, non, le jiu-jitsu brésilien, ça sert à rien. De toute façon, c'est le combat au sol, c'est pas la réalité. Mais ça, tu te mens à toi-même, en fait. C'est juste que tu n'as pas envie de progresser ou tu n'as pas envie de bien te sûr, remettre en question. Donc, je pense que pour progresser ou pour t'entraîner avec des gens, tu es obligé de te remettre en question à un moment donné, de dire, tu n'as pas la vérité, tu n'es pas le meilleur. Et même si tu es prof, tu n'es pas prof, t'es prof chez toi, mais tu n'es pas prof ailleurs. Et je me bien dis, sûr. si tu pars avec cette mentalité ouverte, ou c'est peut-être quelque chose que j'ai dû apprendre aussi, en fait, tu es aussi, bah, les gens t'accueillent mieux, tu as des meilleures relations. Si tu es en sparring, imagine, tu fais des sparring avec des gars que tu connais pas, bah, oui, tu as un certain niveau, etc. Bah, tu vas cool, tu commences cool, et puis tu vois comment ça Oui, se passe. Moi, j'ai toujours tendance aussi à plutôt m'adapter à l'environnement dans lequel je suis, à la personne, plutôt que de m'imposer, tu vois. Parce que quand tu t'imposes, tu sais jamais le retour que tu vas avoir. Quand tu t'adaptes, ben, tu vois, et après, ça te permet d'éviter les tensions, en fait, et d'éviter les conflits. bah, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui a jamais aimé les conflits, que ce soit dans les rapports humains, dans la vie de tous les jours, ou enfin, peu importe. J'aime bien le combat, mais j'aime pas le conflit, tu vois. Donc, Ouais, mais ça, c'est ma personnalité. Donc, je me dis, si tu es comme ça, et c'est rare quand même d'avoir un gars en face qui vraiment, enfin, qui vraiment te renvoie à quelque chose de très négatif. Donc, je pense que c'est peut-être un mélange de chance, mais aussi peut-être un mélange d'attitude et de réaction des gens par rapport à l'attitude. Tu vois, mais si tu es humble et ouvert, en général, et c'est comme je dis, tu sais, on a quand même une vision assez négative du monde, euh, que ce soit à travers les médias ou de l'être humain. Tu sais, la plupart des gens pensent que l'être humain est plutôt agressif, égoïste, etc. Mais quand tu voyages, tu fais exactement l'expérience inverse, en fait. Et tous hmm, les gens qui voyagent, tu sais, des gens qui voyagent sans argent, des gens qui font du tour du monde à vélo, etc. Ou moi, c'est à travers les arts martiaux, j'ai quand même beaucoup voyagé. Enfin, je suis allé sur les 5 continents, quand même. Voilà, je fais pas mal. Ben, en fait, j'ai jamais vraiment eu d'expérience avec des mauvaises personnes. Enfin, tu vois, des gens qui m'ont fait du mal ou qui cherchaient à me tester. Donc, je me dis, moi, mon expérience humaine, elle est plutôt positive. Après, tu sais, tu as des gens plus sympas que d'autres, etc. Donc, je dis pas que. Mais je trouve que globalement, quand tu voyages, en tout cas, tu te rends compte que le monde est peut-être pas aussi mauvais que ce qu'on pense. Ça, c'est en tout cas un enseignement que moi j'ai, et que les gens sont relativement accueillants, et aussi les gens sont curieux. En fait, ils disent, ah, mais tu viens de Belgique. Ah, mais t'as voyagé autant pour pouvoir faire ça. Puis ils sont assez admiratifs, ils disent, ah, mais t'es passionné et tout. Ah, ben hmm, quand même, t'as pris du temps, t'as payé ton billet. Enfin, tu vois, je veux dire. Et ça, je trouve que les gens le reconnaissent pas mal, tu vois. Donc tu pars avec un a priori plutôt positif. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Maintenant, bien sûr, ouais. si tu es à l'étranger et que tu te comportes comme un gars arrogant, tu auras plus de problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça, c'est Oui, partout. ouais, Ça peut être pareil dans ton quartier ou avec ton voisin. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est mon ouais. expérience personnelle, en tout cas. Non, mais je suis assez raccord là-dessus. Là, ça me fait penser, c'est pas du tout la même thématique, mais récemment, là, j'ai regardé quelques épisodes d'une une émission qui s'appelle Nu et culotté. C'est deux Ouais, j'ai gars pas vu. qui partent, ils sont en général dans un endroit un peu perdu en France. Ils Ouais, sont tout nus ouais. et ils se fixent un objectif de devoir rejoindre un endroit à 200, 300, 400 kilomètres, mais ils n'ont pas d'argent, ils sont tout nus et donc ils dépendent à 100% des rencontres qu'ils vont faire Ah, ouais, ouais. et de l'aide des gens était alors et franchement je pense pas que ce soit scripté ni quoi que ce soit. Et c'est vraiment une émission feel good parce que ça te Ouais, ouais. redonne foi en Ah, l'humanité. ça donne Ils foi, ouais, n'arrêtent c'est pas de ça, ouais. tomber sur des gens. Alors bien sûr, ils n'ont pas que des succès. Des fois, ils font de l'autostop et il y en a 10, 15, 20 qui leur passent et Oui, bah voilà, c'est voilà. normal, ouais. C'est normal, mais je veux Ouais, dire, globalement, ils arrivent toujours à s'en sortir et ils tombent tout le temps sur des gens hyper généreux et tout. Donc c'est ouais, vrai que ouais, ouais. ça, les gens qui auraient une vue un peu négative comme ça du monde, cette émission-là, je la trouve cool pour ça. Ouais. Après, sur ce que tu disais sur l'arrogance et tout, moi, dans l'ensemble, bah oui, effectivement, j'ai été plusieurs fois m'entraîner
pendant le camp annuel que fait Eric Paulson avec Greg Nelson aussi, qui sont Ah ouais, Greg Nelson, ouais, des ouais. anciens de chez Et Innocento. chez Innocento, ouais. Et globalement, bah, j'ai été toujours hyper bien reçu, tout ça. Les Mhm. sparring se sont toujours bien Bien passé. Mhm. passés. Tu vois, moi, c'est pareil, j'arrive vraiment en tant qu'élève et ça fait du bien quand tu es coach depuis longtemps de te retrouver élève. Ça te Ah, ça fait retire un trop du poids bien. aussi. Ah, ça fait trop du Tu bien. vois, Moi, j'en voilà. ai besoin, hein. J'ai Ouais, ouais. juste eu une mauvaise expérience dans un sparring. C'était pas une grosse mauvaise expérience, mais c'était le prof de MMA des enfants là-bas qui, alors je sais pas, il faisait un peu trop le malin. En fait, Ouais, ouais. Ça il arrive. combattait face à moi, il retirait sa garde, il mettait sa tête en avant et bah, je lui shootais le corps à chaque fois et enfin, je lui shootais gentiment. Mais si tu Ouais. veux, quand tu as de l'expérience, tu sais que le mec, il te tend un piège, tu rentres pas dans son Ah piège. non, tu fais autre chose, Donc, ouais. il mettait sa tête en avant et je lui shootais le corps, tu vois. Ouais, ouais, Et au bout ouais. de 3, 4 fois, ça l'a énervé. Il m'a regardé, genre, tu vois, genre, il était pas Qu'est-ce que tu fais, content, tu ouais. vois. J'ai fait, bah, Ouais. hey, j'ai fait, attends, je fais clairement, Ouais, ouais. tu me tends un piège, je suis pas un Ouais, neuneu, ouais. je viens pas de commencer, ça fait 30 ans que je pratique, Ouais, je tombe ouais. pas dans ton piège, je suis désolé, Ouais, ton piège, ouais. il est trop évident. Voilà, c'était ma seule mauvaise expérience et j'avais voulu faire aussi un sparring avec un coach, le coach qui était responsable de l'équipe pro de chez Paulson, qui était un ancien combattant, je crois qu'il combattait plus et tout. Et je sais pas, il m'a évité pendant tout le camp. Je sais pas, soit je l'intéressais pas, soit il aime pas faire des sparring avec les gens qu'il connaît pas. Ouais, ouais. Mais à chaque fois, j'ai essayé d'aller vers lui et Ouais. il allait tout le temps, il trouvait un autre OK. partenaire. Et sur 5 jours, j'ai pas réussi à faire une seule fois un sparring avec lui. Donc bon. Bon, Voilà, après, je mais sinon, relativise, globalement, hein. Comme j'ai fait en termes de sparring, comme j'ai fait des milliers de sparring dans plein de salles différentes, j'ai eu aussi des cas comme ça, tu vois, où tu dois aussi remettre les ouais, choses à plat, où tu dois mettre les points sur les i, ou des gars qui veulent un peu tester, des gars qui contrôlent pas. Mais globalement, enfin, tu vois, parce que tu me posais globalement par rapport aux profs, aux cours, ouais, bien sûr, oui. Oui. à l'ambiance, etc. Globalement, c'est plutôt positif, quoi. Ouais, Mais non, mais oui, bien moi sûr, aussi. après, t'as toujours des gars comme ça, hein. Ça, c'est Ouais. quasi inévitable, ouais. Et alors, Innocento, donc Innocento, Dan Ouais, Innocento, pour ceux qui ne voient pas, alors après, nous, on est génération Bruce Lee, donc c'est une ouais, c'est évidence. ça. Ceux qui auraient regardé le jeu de la mort, c'est un des boss du jeu de la mort avec son bandeau rouge, je crois. Ouais. Et Son voilà, sa nunchaku et ses tenue, bâtons. Ouais. voilà, ses bâtons et tout ça, Ouais. qui était un élève de Bruce Lee, qui a repris le flambeau, qui est philippin, c'est ça? Il est d'origine philippine, ouais, c'est ça. Voilà, et donc qui avait quand même un gros attrait pour le Kali, l'eskrima, C'est les arts ça. martiaux philippins. Ouais. Donc lui, il a quand même pas mal suivi le Jeet Kune Do Ouais. dans cette voie-là. Ouais. Je sais que par exemple, moi j'avais Alain Dessel qui a donné des cours dans mon club pendant plusieurs années que je Ouais. connais bien. Ouais, je vois Lui, bien qui c'est, j'ai lu ses bouquins, ouais. voilà, lui n'est pas du tout dans le même style de pratique que Dan Inosanto, tu vois. Ouais. Danilo Santos, souvent on dit que c'est une vraie encyclopédie Encyclopédie, martiale. ouais. Ouais, c'est ça. Il connaît énormément de choses. C'est Ouais. je pense qu'il a commencé le jiu-jitsu brésilien aussi très tôt par rapport Bah, c'est un de à ceux pas mal de qui personnes. a aidé le jiu-jitsu brésilien à se développer en Californie à l'époque, ouais, avec les frères Parce Gracie que et Rickson, Machado. Avec Machado, ouais. ouais, et puis Rickson Gracie, il était à Los Angeles aussi. C'est ça, en fait. Ouais, ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Donc, bah, moi, j'avais, quand j'étais chez Didier Bédard, il y avait Jérémy Idels, qui est un des pionniers du JJB en France. Ouais. Et ils y avaient été avec 2 ou 3 élèves, je crois, s'entraîner chez Innocento. Ouais. Et ils sont tombés sur, bah, je crois, Rickson Gracie qui donnait un Ouais. stage ou un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Ouais, Et ouais. c'est comme ça qu'ils se sont mis Ouais. au JJB. Et tu vois, j'ai eu un peu cette expérience. Moi, on va dire la chance que j'ai eue en quelque sorte, c'est que peut-être qu'à ce stade-là, je faisais du Wing Chun depuis 4 ans, un truc comme ça. Ouais. Et donc, Jérémy est revenu avec des techniques, tout ça. Et donc, Didier Bédard, à un moment, dans les sparring qu'on faisait, il a dit à Jérémy, à un moment, il a dit, vas-y, tu as le droit de les amener au sol si tu veux. Ouais, ouais. Et bah, nous, on avait tous cette croyance de le sol, Ouais. le mec, il t'approche, tu le sèches, il pourra Bah, pas t'amener au évidemment. sol. Et en fait, Ouais. on s'est tous fait soumettre en 30 secondes. Bah oui. Et après, il a commencé à nous donner des cours, tu vois. Ouais, Donc, c'est la ça. réalisation, elle arrivait Ouais, assez ouais. vite. En parallèle, début de l'UFC, les Exactement, c'est VHS la même époque. on se Les années passait, les 90, VHS ouais. copiés, recopiés, machin et Mmh. compagnie. Mmh. Donc, voilà, j'ai été confronté à la réalité du sol assez tôt dans ma pratique. Ouais. Donc, j'ai pas eu de difficulté, tu vois, à me dire. Parce que c'est sûr que je pense, plus tu as atteint un haut niveau avant
on va dire dans le stand-up, Dans quel que une soit ton style et discipline, tout, ouais. Mmh. plus c'est dur de repartir de zéro, Ouais, tu vois, dans un autre truc. Parce que même si, je sais pas, tu as fait de la boxe thaï, moi j'en ai eu plein qui avaient fait de la boxe thaï, après il y a eu les films Ip Man, ils sont venus dans mes cours de Wing Chun. ouais, Alors c'était complètement, complètement différent, bah, ouais, mais ça restait un truc debout, c'est ça, où ouais. tu as quand même tes repères et tout. Ouais, Quand tu es ouais, au sol, tu c'est plus un aucun autre repère univers. Là, c'est un autre et univers, ouais. ce que tu as fait avant, il y a rien qui t'aide Non, de ce que tu as fait avant. non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si ce n'est ta combativité, mais à part ça, Voilà, ouais. Mais mais souvent, tu vas t'épuiser pour rien. ouais, ouais, Et alors, comment t'en es venu au Jeet Kune Do et ouais. comment t'en es venu? Est-ce que tu as commencé Jeet Kune Do par Danilo Santo? Comment t'en es venu à te retrouver chez Danilo Santo? Hem, ben, comme je t'ai dit, à la base, quand j'étais enfant, bah, dans les années 80, on va dire, et 90, bah, j'ai regardé vraiment les films de Bruce Lee, je les ai au moins tous vus 40 fois, je crois, à l'époque. Tu sais, à l'époque, il y avait pas internet, donc on se passait les VHS en boucle, tu vois? Et vraiment, enfin, c'était lui qui me fascinait le plus. C'est pour ça que j'ai commencé le Ouais, kung-fu, c'est pour ça que j'ai commencé le Wing Chun. Et puis Daniel Santo, bah, ça a toujours été associé au jeu de la mort, et voilà. Après, via Karate Bushido, tu vois, bah, c'était aussi le seul magazine de référence à l'époque, donc tous les articles qui sortaient, bah, tu avais déjà des reportages sur Daniel Santo. Je me souviens des articles sur Daniel Santo qui étaient dans le magazine. Moi, je suivais ça de très, 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 très près, en fait. J'ai acheté tous ouais. les bouquins qui sont sortis de Bruce Lee, qui ont été faits par John Little, là, tu vois, qui a fait toute une Hmm, recherche sur ses notes. Et tu vois toutes les photos avec Daniel Santo. C'est avec lui qu'il a publié ma méthode de combat. Tu vois, ma méthode de combat, pour moi, c'était un peu la référence. Moi, c'était vraiment le Jeet Kune Do, c'était l'art martial ultime pour moi, c'était moi, en ce moment-là. Et, ouais, et donc, enfin, pas ultime en termes d'efficacité, mais c'est vraiment ça qui m'habitait le plus. C'est ça que je voulais pratiquer. Mais il n'y avait pas de Jeet Kune ouais. Do en Belgique. Enfin, ouais, je pense pas. Et en fait, si tu veux, je vais essayer de faire court parce que c'est une longue histoire. En gros, à l'époque, donc j'étais en couple avec une fille qui vivait à Genève. Tu vois, elle avait étudié chez moi, ici en Belgique, et puis elle était retournée à Genève, et on avait décidé de rester ensemble. Donc j'allais à Genève très régulièrement. Et en fait, ben pareil, je me dis, ah, ben, je suis à Genève, j'ai trouvé, enfin moi, tu vois, ça a toujours été comme ça. Dès que je suis quelque part, il faut que je trouve un endroit pour m'entraîner, tu vois. Et donc j'ai Ouais, cherché un endroit pour m'entraîner, je suis tombé sur un club de Jeet Kune Do. Donc il y avait Jeet Kune Do, il y avait Kali, il y avait Muay Thai, et il faisait aussi du grappling et tout, parce que le prof, en fait, il s'entraînait à l'Académie Innocento, et il faisait en même temps des sports de combat et des arts martiaux. Et donc, je suis tombé sur son cours. Il s'appelle Chris Cornaz. Il donne encore cours aujourd'hui. Il habite à Genève, etc. Et il avait 10 ans de plus que moi. Et en fait, quand j'ai vu son niveau et j'ai vu ce qu'il donnait, j'ai trouvé ça excellent. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Et il y avait l'approche à la fois martiale et à la fois sport de combat, parce qu'il était un combattant. Et en même temps, il était portier. Enfin, tu vois, il y avait une approche très, très globale, tu vois. Très ouais. réaliste. Et lui, il allait s'entraîner chaque année à l'Académie Innocento. Et donc, ça, c'était au début des années 2000. Et en fait, donc à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner avec lui, c'est devenu mon prof. Puis je l'ai invité plusieurs fois en Belgique pour des stages. Et là, j'ai eu mon premier certificat de Jeet Kune Do. Et puis après ça, en fait, si tu veux, c'est ça qui m'a aussi beaucoup ouvert. Parce qu'à l'époque, c'était pied-point. Moi, c'était pied-point et Wing Chun et Jeet Kune Do, tu vois. Et lui m'a dit, écoute, David, il faut que tu t'ouvres un petit peu. Ça serait bien que tu fasses un petit peu de sol. Et puis, il m'a dit, bah, à l'Académie Innocento, ça serait bien peut-être qu'un jour, tu es à l'Académie Innocento. Parce que pour moi, Daniel Santos, c'était la référence, tu vois. Bah, pour moi, après, tu avais Bruce Lee, puis juste après, tu avais Daniel Santos, quoi. Et Hmm, que ce soit en Jeet Kune Do. Bah, après, tu as le Jeet Kune Do et le Jun Fan Kung Fu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Mais, et en fait, après, Daniel Santos, il donnait des stages en Europe. Et donc, mon premier stage avec lui, c'était en 2004, en Allemagne. Et là, évidemment, bah, ça fait partie des expériences qui fait que tu as les yeux écarquillés, tu as l'impression bah, de voir ton héros, tu vois. Et j'ai trouvé ça exceptionnel en termes de connaissances martiales et techniques. Et il y avait deux parties. Enfin, c'était chaque fois 2 heures, c'était 4 heures le samedi, 4 heures le dimanche. Tu avais chaque fois 2 heures de Jeet Kune Do, 2 heures de Kali, et 2 heures de Jeet Kune Do, 2 heures de Kali. Donc, en faisant du Jeet Kune Do, si tu veux, à chaque fois, j'étais aussi exposé au Kali, parce qu'en fait, Daniel Santos, c'est une des références internationales dans le monde du Kali. C'est lui qui a fait connaître les arts martiaux philippins dans le monde en ayant s'entraîné avec plein de profs, etc., comme il était philippin. Euh, et en fait, bah, souvent les gens pensent que le Jeet Kune Do c'est devenu du Kali, mais c'est pas du tout ça, hein. À l'Académie Innocento, les cours sont séparés, donc tu peux très bien faire du Jeet Kune Do sans faire de Kali. Mais c'est clair que à côté de ça, tu vois les gens qui pratiquent. Et moi, en fait, les armes, ça m'avait jamais trop parlé, tu vois. J'avais fait un peu d'Yosekan par curiosité, etc. Puis dès que je les voyais prendre un sabre et des bâtons, je décrochais, tu vois. Et en fait, c'est le Kali qui m'a fait aimer les armes grâce à mon prof, Chris. Il m'a dit, David, ça serait bien que tu testes un peu le Kali. Mais tu sais, il me dit sans me forcer, tu vois.
Puis je le voyais donner cours, puis je voyais les gens qui faisaient des drills et tout. Je fais, ah ouais, c'est sympa. Et puis je me dis, ah, pourquoi pas, etc. Et à un moment donné, ben, tu sais, parfois j'étais à un cours, puis il y avait du quali juste après, donc je dis, ah, bon, je vais tester. Puis je faisais un stage, bah, je faisais des stages, tu sais, j'ai fait des stages avec beaucoup de profs de l'Académie Innocento, comme Saleh Masli, par exemple. Tu vois, je fais beaucoup de Ouais. stages avec lui, qui est décédé malheureusement Lui, maintenant. il vient de la savate à la base. Ouais, lui, il vient de la Savate. C'est lui qui a amené la savate à l'Académie Innocento, en fait. Et en fait, l'Académie Innocento, c'est une académie, enfin, c'est une sorte d'université des arts martiaux pluridisciplinaire. Et la Hmm. base, ben oui, la base, c'est le Jeet Kune Do, mais déjà à l'époque, Daniel Santo faisait aussi du karaté, il était ceinture noire de Kempo karaté, tu vois. Donc tout de suite, lui, il a été dans une. Donc c'était, on va dire, le karaté, le Jeet Kune Do et les arts martiaux philippins. Et après, ça a été le silat. Et c'est comme tu disais, c'est tout à fait juste. Au plus tu avances, au plus tu es un expert enfin, dans les arts martiaux, au plus c'est dur de recommencer un style à zéro. Mais par exemple, Daniel Santo, il a commencé la boxe thaï à 50 ans, tu vois. Il a Ouais. commencé le jiu-jitsu brésilien à 60 ans. Et là, maintenant, il est ceinture noire 5e degré, tu vois. Enfin, c'est pour ça, Daniel Santos, c'est vraiment un exemple, en fait. Quand je te parlais d'exemple tout à l'heure, tu te dis, mais c'est incroyable en termes d'ouverture d'esprit, de remise en question et d'humilité, de connaissance. C'est impressionnant. Mais voilà, il est surtout connu parce qu'il y a des choses qu'il pratique pour lui, puis il y a des choses qu'il enseigne. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est par exemple les cours de Muay Thai à l'Académie Dos Santos, c'est Daniel Santos qui les donne. Là, il fait pas les démos, mais il donne les exercices. Il connaît tout le programme. Enfin, tu vois, il a une connaissance encyclopédique de toutes les séries, tous les coups de pied. Il y a tout plein d'anecdotes, etc. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire des stages. Là, j'ai vraiment accroché. Puis un jour, je me suis dit, le jour où j'ai le temps et les sous, je vais à Los Angeles. Et voilà, donc je vais pas faire trop long, mais en gros, c'est devenu un peu ma seconde ville. La première année que j'étais un mois, puis j'étais encore un mois, puis j'étais 3 mois. Puis après, dès que j'avais du temps, j'y allais, etc. Parce qu'en fait, après, j'étais hébergé chez les gens, donc je ne vais pas payer l'hôtel, donc je pouvais rester plus longtemps, tu vois. Puis je me suis fait beaucoup d'amis, etc. Et c'est là où, en fait, mon esprit pluridisciplinaire s'est ouvert le plus, quoi. Donc grâce à mon prof Chris, et puis grâce à Daniel Santo, et puis, voilà, c'est un peu notre Yoda à nous, tu vois, dans l'Académie Innocento, c'est le Sifu, c'est le Guro, tu vois, on l'appelle tous Guro, mais par respect, en fait, tu vois, Guro, ça veut dire prof en indonésien. Et du coup, bah, je me suis mis au Silat, parce qu'en fait, je m'entraînais déjà un peu avec Fred Mastro, qui lui avait l'approche self-défense, mais Daniel Santo, il enseigne le Silat aussi, c'est son système à lui, ce qu'on appelle le Mafilindo Silat, c'est un mélange de Silat d'Indonésie, des Philippines et de Malaisie. Et en fait, la frontière entre Silat et Cali, elle est pas nette, tu vois, il y a la Hmm. partie à main nue, en tout cas, c'est les arts martiaux du sud-est asiatique, tu vois. Parce que tu as le Palantukan, il y a le Palantu il y a Voilà, il y a le le Palantukan, Palantukan. etc. Hmm. Donc, tu vois, tu prends le Palantukan, le Silat, le Muay Boran, le Muay Thai, le Kali, enfin, tu vois. Et même en Muay Thai, non, tu sais, traditionnellement, il y a les armes, hein, ce qu'on appelle le Krabi Krabong, enfin, voilà. Et donc, je suis tombé dans cet univers-là à partir du début des années 2000. Et le Kali, ça m'a vraiment fasciné en termes techniques, de richesse technique. Et ça a comblé une partie, comme le jiu-jitsu et la lutte ont comblé la partie sol et combat sans frappe, ben le Kali a comblé la partie où je connaissais, enfin une partie, le monde des armes, si tu veux, que je trouve vraiment fascinant. Et ce que je trouve fascinant aussi, c'est la pédagogie, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des Tao pendant des heures, c'est tout de suite pratique, quoi. C'est beaucoup de drill, beaucoup de coordination, et ensuite, après, c'est très pratique, très pragmatique, et tu peux avoir des applications pour la self-défense aussi. Par exemple, tu sais, en fait, tu apprends des principes. C'est-à-dire que tu aies un balai en main ou un bâton court ou un bic, en fait, en Cali, pour nous, c'est une arme, tu vois. Donc, tu vas Hmm. toujours pouvoir te débrouiller avec ce que tu as autour de toi parce que c'est, à la base, les arts martiaux, c'est dans un objectif de survie ou de guerre. Donc, il n'y a pas de règles ou de limites. Et du coup, ça rend. Et alors, la richesse, tu vois, si tu me parlais des armes ici, ben, c'est que quelques exemples, mais ça, c'est des lames philippines, tu vois. Tu as plusieurs noms. Bien, je te parlais de la culture philippine aussi, assez particulière. C'est une culture assez guerrière, tu vois, qui s'est toujours battue pour son indépendance, qui a été colonisée par les Espagnols, et puis par les Américains, enfin, tu vois. Donc, il y a aussi toute une histoire, et qui fait que c'est un peuple, des peuples guerriers, en fait, avec beaucoup d'ethnies différentes. Et le Cali, il y a des dizaines, voire des centaines de styles différents. Et en fait, voilà, j'ai accroché. Et puis, j'ai eu mes diplômes d'instructeur de l'académie. Mais comme je te disais, c'est séparé, hein. Donc, tu peux avoir ton diplôme en Jeet Kune Do et ton diplôme en Kali. Mais tu n'as pas forcément les deux. Et moi, j'ai les deux. Du coup, à la fin, j'ai eu mon diplôme d'instructeur en Jeet Kune Do et en Kali. Donc, je fais partie de l'académie. Enfin, ouais, je suis diplômé de l'académie et je suis instructeur sous Danilo Santo depuis quelques années, là. Mais je le prends, voilà. Et donc, puis là, je suis retourné après 5 ans, 87 ans. Enfin, tu vois, il donne encore ses cours de Kali. À part un petit cheveu gris en plus, une petite ride, il n'y a rien qui a changé, tu vois. C'est même émouvant, c'est un peu comme ton grand-père dans les arts martiaux, tu vois ce que je veux dire. Et Mais il bouge toujours bien à 87 ans, ouais. de quoi?
il bouge toujours bien à 87 Oui, ans? oui, avec le corps qu'il a, mais je veux dire, il est. En fait, moi, ce qui me frappe chez lui, c'est sa présence et son énergie mentale, tu vois. Il est toujours super présent, tu vois. Il a vraiment aucune lacune au niveau mental, et donc il a toujours toutes ses histoires, ses anecdotes, ses connaissances, tout est au top, tu vois. Et il a son regard, enfin, tu vois, il a le souci du détail, donc mais dans ses démonstrations, il est parfois un peu plus lent, ou il va pas tout montrer, mais quand même, il est là, quoi. C'est lui qui donne le cours, et il demande toujours un assistant de montrer avec lui, etc. Mais ce qu'il y a, c'est comme il y a ce côté encyclopédie, c'est une partie du cours aussi, c'est l'écouter parler, tu vois. C'est Daniel Santo, tu vas aussi pour l'écouter parler. C'est pas les cours les plus physiques que tu vas faire non plus, enfin, tu vois, mais par contre, en termes de connaissances, en fait, moi je dis souvent à l'Académie de Santo, tu vas pas pour transpirer ou pour faire des sparring, tu vas pour apprendre. Par contre, ce qui va transpirer, c'est ton cerveau. Tu vas avoir tellement de Mmh. techniques en un seul cours que, tu vois, tu sais, nos capacités d'attention, elles sont limitées. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre, c'est à me focaliser pendant plusieurs heures sur de la matière, tu vois. Parce que tu sais que... Justement, ça Ouais, m'amène à une question que je voulais te poser, mais ouais, ça y ouais, répond partiellement. ouais, J'attendais le bon moment et du coup, je t'interromps parce que là, c'est pile, par rapport à la question que je voulais te ouais, poser. ok, Moi, ouais, quand j'étais chez Eric Paulson, alors Greg Nelson, moi, alors j'ai pas été déçu par Eric Paulson parce que je l'ai ouais, trouvé un peu ce côté aussi, qu'a, que Innocento, de ce que j'ai entendu, parce que je le connais pas, ouais. mais je trouve que Eric Paulson, c'est aussi une Ouais, c'est encyclopédie, un grand pédagogue martiale, aussi, ouais, ouais, euh, impressionnant. de, et de technique, alors dans le MMA, mais dans d'autres choses et tout ça. Ouais, ouais, Par contre, tu vois, toi, tu dis grand pédagogue. Alors, c'est certainement parce que moi, je suis pas habitué, mais j'ai pas accroché à la pédagogie parce que justement, pour moi, il montrait trop de choses. ouais, C'est-à-dire que il était là, ok, regardez, numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, il tape dans les mains, go. ouais, Et on a 5 minutes à deux, donc déjà, il faut ouais, réussir à avoir retenu les 3 ou 5 techniques qu'il t'a ouais, ouais, montré ouais, 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 en une minute, des fois, parce que lui s'étalait pas trop sur les... Paulson, il raconte pas trop d'histoires, il s'étale pas trop ouais, ouais, sur ouais, les détails et tout, il ouais. t'explique, il dit, elle est là, number one, number two, non, ok, ok. Et hop, et t'es là, go, et t'es là, Ouais, 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 c'est tu m'as clair, montré cinq c'est trucs clair. différents en une minute. Tu vois, mon esprit, ma tête, elle explose. Ouais, Et en plus, alors c'était un stage, donc c'est sans doute différent en cours. oui, c'est Et ça, en ouais. plus, Mhm. bah derrière, tu n'as même pas 5 minutes à deux, donc 2 minutes 30 à consacrer à 5 techniques. Autant dire, c'est impossible. Alors moi, je me disais, parce que c'est Là, quand tu viens de résumer une partie de ma vie, là. Ouais, mais tu vois, après, je me disais, bon, c'est quand il est film, donc il est vend, peut-être qu'il veut montrer un maximum de techniques en Ouais, vidéo et que derrière, tu leur travailles en vidéo. ouais, Mais Greg Nelson, très différent par contre, tu vois. Et ouais, donc, moi, j'ai Pank, qui est prof de JJB chez moi depuis longtemps, mais qui est un pratiquant aussi de JIT, de Kali et tout ça, qui connaît bien Innocento. Je lui ai dit ça, il m'a dit non, laisse tomber. Il dit ça, c'est le système Innocento. Ils ouais, sont c'est comme ça. ça. Ouais, c'est ça. C'est une bonne question que tu me poses. Donc, si je te réponds très, très honnêtement, en termes d'apprentissage pour le cerveau et par rapport à le fait d'être bombardé de matière, c'est une très bonne façon de rien retenir du tout. Oui, bah, moi, Donc, c'est le problème. ouais, voilà. Donc ça, c'est un problème au niveau de la pédagogie pure. Tu vois, si tu veux vraiment que les Oui. gens retiennent quelque chose sur le moment, c'est clair qu'il faut pas faire comme ça. Mais je pense que Mm. l'objectif, il est différent de un parce que c'est un stage et de deux aussi. Enfin, en fait, il y a tellement, 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 tellement de matière que je crois qu'il veut tellement partager qu'il se dit, il faut que je donne un maximum de choses en un minimum de temps. Tu vois? C'est plus dans Mm. alors quand je dis la pédagogie, c'est qu'il va pouvoir toujours t'expliquer en détail la moindre technique. Donc ça, Oui, ça, il connaît parfaitement tout. Ouais. voilà, c'est en termes de connaissances techniques et de capacité de l'expliquer. Donc à ce niveau-là, au niveau pédagogique, enfin franchement au niveau technique, moi j'ai rarement rencontré mieux qu'à l'Académie Innocento en termes purement techniques et en termes de savoir et aussi de la façon de structurer la matière, en termes de série, etc. Tu vois, ça c'est un Mm. travail de fou, hein. Parce qu'en fait, par exemple, Bruce Lee, c'était quelqu'un qui était très impulsif, très très intuitif, mais qui n'était pas du tout structuré. Et donc, par Mm. exemple, Daniel Santos, ce qu'il a essayé de faire, c'est structurer l'enseignement de Bruce Lee en série, enfin, que les gens retiennent quand même quelque chose, parce qu'en fait, Bruce Lee, un mois après, il revenait, ah non, mais ça marche plus, j'ai changé, tu vois. Donc, il Ouais. enseignait un peu ce qu'il était, quoi. Et ça, c'est pas toujours évident à retenir. Mais après, Mm. comme tu dis, à l'inverse, moi aussi, il y a des fois où j'ai complètement saturé, parce que imagine, attends, nous, on avait le camp des instructeurs à l'Académie Los Santos. C'était 4 heures la journée, et puis tu avais les 4 heures de cours le soir. Donc, ça faisait 8 heures de cours par jour. Bon, Ouais. tu fais pas ça toutes les semaines, hein, mais je l'ai fait, Oui. tu vois.
Après, mais bon, je l'ai fait aussi après un certain temps. Donc après un certain temps, tu revois des choses que tu connais. Donc tu vas pas tout noter. Moi, ce que je faisais, je notais tout quand je rentrais chez moi. Franchement, j'oubliais des choses. Mais en fait, c'est avec la répétition que ça vient. Et donc, c'est une autre façon d'enseigner. Mais c'est clair que si tu débarques de l'extérieur ou et que tu viens à quelques cours de temps en temps, tu vas être perdu. Et donc, à ce niveau-là, pédagogiquement, c'est vrai que c'est pas le top. Tu vois, ça, c'est sûr et certain. Mais Hmm. si tu bosses derrière et que tu viens pour prendre du contenu et rebosser ensuite et que tu le fais pendant des années, des années, des années, des années, ben moi, je le vois à un moment donné, ça porte ses fruits. Et donc, ça te force aussi à faire cet effort de retenir et à pousser plus loin ton apprentissage, en fait, tu vois. Donc, oui, Mhm. ça marche seulement si tu te donnes les moyens. Parce qu'avec le temps, tu vois en fait qu'il y a des choses qui reviennent. Donc, quand tu refais des stages, etc., moi, à un moment donné, j'ai même eu l'impression que c'était répétitif. Tu vois, donc ça, c'est l'impression que j'ai eue. Mais c'est après avoir fait 20 ans de stage et de cours à C'est l'Académie ça. Innocento. Parce Donc oui, que le d'office, problème, ouais, d'office, il y a des je pense que lacunes, le il y a des... problème là-dedans, c'est de faire ça pour tous les niveaux. Tu vois? Exactement, ouais, Euh, ouais, Moi, quand je suis allé là-bas, alors j'ai fait du grappling, je fais de la lutte depuis longtemps, tout ça. ouais, ouais, Mais au sol, ils ont notamment donc bah, les deux, hein, Paulson, Nelson, ouais, ils utilisent pas mal de catch wrestling. ouais, c'est ça. Ils viennent aussi du Shuto et tout Du ça, Shuto, donc ouais, c'est ça, shoot hein. wrestling. Yori C'est des, Nakamura, c'est ouais, des ouais, c'est pas mal, c'est assez différent du. En France, nous, on a été quand même beaucoup influencé par la luta livrée aussi. ouais, c'est ça. Ouais, Jérémy On a le Régnier, tout JJB, ça. mais Ouais, on a beaucoup de luta, mais ouais, c'est quand même très différent. Et alors, ils m'enchaînaient des techniques, des neck crank, des trucs, ouais, des ouais, machins, des tornado, en ouais, plus, souvent des trucs un peu flashy, tu vois. ouais, je vois, ouais. Vous êtes là, clap, bim, hop, clap, et là, vous faites transition. Et des fois, ils commencent technique number one. Après, Ouais, d'abord, c'est ouais, clé de ouais, genou, clé de cheville, et tu tournes, et puis la cheville là, et tac, et il fait ça, bam, et hop, go. Et t'es là, attends, déjà, la première technique, je la maîtrise pas. Donc la suite, laisse-moi, tu vois, ça, ouais, moi, je ça me sais. rendait un peu fou. Là où Nelson, lui, même si pourtant il vient du même, du même moule en quelque sorte, Ouais, Nelson, il était vachement plus posé. Tu vois, lui, souvent, il travaillait, alors quand c'était au sol, il travaillait les yeux fermés, tu vois, et il était vraiment dans le ressenti des techniques. Et il t'expliquait tout ce qui se passait, tout ça. Et c'était ouais, je vois, ouais. là, tu comprenais mieux, tu Ouais, je absorbais comprends, mieux. ouais. Donc c'est vrai que j'ai adoré Paulson pour son côté encyclopédie, le personnage Ouais, très marrant, sympa et tout. ouais, C'est un guéluron, tu vois. ouais, Mais moi, je pense que là où le seul, on va dire, défaut d'être coach depuis longtemps et d'adorer la pédagogie, c'est que je suis assez exigeant sur la pédagogie. ouais, moi, Et c'est pareil, ouais. là où, quand j'étais pas prof, bah, je me rendais pas compte Ouais, forcément des mauvaises pédagogies, tu vois. Tu n'es ouais, pas là ouais. en train de te dire, tiens, mais là, en fait, enfin, une fois que tu as compris comment enseigner les choses de la bonne manière aux gens, tu te rends mieux compte quand quelqu'un te l'enseigne de la mauvaise manière, en quelque Ouais, sorte. ouais, ouais, c'est Et d'office, tu le vois, quoi, ouais. voilà, je suis vachement plus sensible à la mauvaise pédagogie. Après, juste sur un autre truc que je trouve génial, et ça, je pense, c'est l'esprit Innocento, et peut-être aussi, peut être une question aussi de pays, mais moi, tu vas dans un camp MMA, et dans un camp MMA, tu as du Wing Chun, tu vois. Et tu as même de temps en temps Paulson ou Nelson qui va te dire, tiens, pam, Pak Chun, machin, il va te Ouais, montrer deux, trois trucs de Wing Chun, où à un moment il se met au mannequin de bois, tout ça. Et ouais. là, ils avaient fait venir, je sais plus, qui c'était, Fong, je crois. Francis Fong, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Le Francis Fong, ouais. Quelqu'un, ouais, que bon, moi j'ai pas trop aimé son Wing Chun, Ouais, ouais. mais t'avais des mecs du MMA, les mecs plein de tatouages, machin et tout, bah, qui faisaient des drills de J'espère, Wing ouais. Chun, machin et tout, et t'avais pas l'impression que, en tout cas, j'ai pas eu le sentiment que ça les saoulait. Moi, ça m'a plus saoulé, moi, tu Ouais, vois, parce que je trouvais pas ça hyper intéressant ce qu'il nous a ouais, fait ouais. faire. Ouais, ouais. Euh, et je me suis dit, bah tiens, je suis un peu bête parce que je vois que les autres qui sont pas du tout dans le moule, eux, bah, ils trouvaient ça cool, en fait, tu vois. Et c'est assez dur, tu vois, en tout cas en France, si tu fais un camp de MMA et que tu amènes un prof de Wing Chun qui te fait des drills de Wing Chun et tout, Pas ils sûr que vont ça tirer la passe. tronche, tu vois. Pas sûr que ça Voilà, ils vont passe. tirer la tronche. Ouais, c'est vrai que le monde des sports de combat, des arts martiaux, c'est quand même assez séparé. Pas mal Il y de a une scission, préjugés, ouais. pas mal d'idées reçues dans les deux camps. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai, je suis assez d'accord. Après, il faut se dire, Daniel Santo, il enseigne depuis 70 ans quasi, que 60 ans. Ouais, c'est sa façon à lui d'enseigner. Je crois qu'il
il se base beaucoup sur le con. Après, il y a aussi, moi, ce que j'ai constaté, mais c'est pour ça que je m'entraîne pas que là, hein. Moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais besoin de m'entraîner ailleurs aussi. Après, tu vas aller en Thaïlande, il va te faire kick, 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 20 kick left, 20 kick right, mais c'est pas de la pédagogie non plus, tu vois. Mais en même temps, il y a Ah ce non, côté, non, bah, il y a ce côté là où tu dois pas réfléchir, tu dois juste exécuter et ça fait du bien aussi, tu vois. Donc, moi, ça se hmm, complète en fait, tu vois, ça se complète assez bien. À l'Académie de Santo, tu apprends vraiment les racines du truc, etc. Mais il y a aussi une chose que j'ai constatée, c'est quand tu enseignes pour des combattants ou des même amateurs, etc., et quand tu enseignes pour former des instructeurs, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, à l'Académie de Santo, on forme des instructeurs avec une matière à connaître, tu vois, c'est un peu comme un cours à l'UNIF où le gars va te déballer sa matière pendant 2 heures, tu vas rien retenir, mais tu vas devoir lire le bouquin après, tu vois. Donc, ouais, je sais pas si c'est bien, pas bien, il y a du bon et du moins bon. C'est clair qu'en termes de mémorisation, quand tu as du binge learning, ou je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, ça, c'est clair qu'à un moment donné, tu retiens plus rien, mais c'est avec le temps, et c'est à toi de faire ton taf à côté. Mais du coup, c'est pas accessible pour tout le monde, et ça, c'est juste, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu plus ouais, une pédagogie de stage aussi. Mais comme moi, je venais de l'extérieur et que mon but, c'était de prendre un maximum d'infos, ben, moi, pour moi, c'était tant mieux, mais c'est vrai que ça demande un effort énorme, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Ça demande même un effort intellectuel et qui est fatigant en termes d'attention. Mais, mais après, ça te fait monter ton niveau aussi, mais c'est vrai que c'est plus exigeant, quoi. Donc voilà. ouais. Et du coup, là, j'ai trois petites questions Ouais, que j'aime bien poser à la fin des podcasts, ouais, qui sont pas forcément liées au l'univers des des arts arts martiaux, des martiaux. sports de Ouais, combat ou même du sport. ouais. La première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel, plus ou moins récemment, tu Ouais. as changé d'avis? Tu vois, quelque chose où tu dis, où ta vision, tu dis, tiens, bah, j'avais une croyance et bah, en fait, j'avais tort d'avoir cette croyance, ou voilà, un truc où tu dis, tiens, ça, j'avais pas vu ça comme ça, voilà. Est-ce que tu as un truc à partager, ou tu Ouf, peux me attends, dire là, non, hein, mais alors là, il y a tellement de trucs qui se passent dans ma tête parce que c'est marrant parce que dans mes cours de psychologie, je parle justement des fausses croyances, des biais cognitifs, des Mhm. erreurs de la pensée, tu vois, du fait qu'on a toujours envie d'avoir raison et l'autre tort. Bah voilà, je vais te parler d'un bouquin que je viens de lire. Ça s'appelle Ouais, Pourquoi j'ai raison et les autres ont tort. Tu vois? d'accord, ok. Et en fait, c'est un psychologue américain qui est assez connu, qui a analysé justement pourquoi est-ce qu'on a tendance à toujours penser que nous, en fait, en gros, on a raison et puis que c'est les autres qui se trompent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nos cerveaux nous tendent toujours plein de pièges et qu'apprendre l'objectivité et la rationalité, c'est pas facile. C'est un exercice, c'est un travail. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, même par rapport à moi-même, c'est de me dire de faire attention aux pièges que notre esprit nous tend. Tu vois, de dire que ce qui nous paraît logique à nous, ce qui nous paraît normal à nous, mais ça l'est pas chez les autres, tu vois. Et donc Hmm, après, il faut aussi voir, il y a les faits, hein. Donc là, les faits, c'est ce qui s'est passé. Quand quelque chose s'est passé, ça s'est passé. Je veux dire, tu peux croire que la Terre est plate, c'est pas pour autant qu'elle est plate. Enfin, à un moment donné, il y a aussi des vérités, hein. La vérité existe. Mais ce que je dis, c'est que dans les opinions, par exemple, ou dans la vision des choses, souvent notre esprit nous trompe. Et je crois qu'une des secrets de l'humilité, c'est de savoir accepter que parfois, on se trompe nous-mêmes et de savoir prendre hmm, distance par rapport à nos propres pensées et nos propres croyances. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans tout ce que je fais. Et que ce ok, soit les arts martiaux, que ce soit les croyances personnelles, que ce soit mon boulot, que ce soit le savoir de manière générale. Donc voilà, ça, parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal et donc c'est intéressant. Et au moins avoir cette honnêteté de se dire qu'on peut se tromper même quand on est, entre guillemets, qu'on a des connaissances ou qu'on a une forme bien sûr. d'expertise dans un domaine. Et aussi que le savoir évolue tout le temps, en fait. Ça, je trouve ça intéressant. Et les disciplines évoluent. Quand tu vois l'évolution du MMA par rapport à il y a 10 ans, c'est encore un autre level. Et c'est intéressant. Donc, tu pourrais avoir raison il y a 10 ans et, entre guillemets, être un peu dépassé aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais, Ça, ce serait ma réponse. ok, carrément, top. J'ai noté le livre, comme ça, je vais le mettre dans Ouais, ma c'est de liste de lecture. Aronson et Travis, quoi. Aronson, ça, c'est assez Ouais, connu comme bouquin. ouais, c'est ça. Elliot Aronson et Carol Ouais, c'est des psychologues Tavris. sociaux. Et la psychologie Ouais. sociale, c'est une des disciplines que je préfère en psycho. Donc voilà, je donne des petits cours là-dessus aussi. Donc c'est cool. Je m'amuse bien avec mes Super. étudiants. Deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose qui te saoule, qui t'hérisse le poil, que tu entends régulièrement, soit les gens dire ou que les gens pensent, tout ça, ou c'est un truc où tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre d'entendre tout le temps ce truc-là, ou que les gens, voilà, ils pensent ça ou quoi. Donc ça n'a rien à voir avec les arts martiaux. Non, allez, Ouais, ouais, mais je- ça peut être complètement en dehors de ça, ouais. ok, alors ce qui est typique, à mon avis, tu connais ça aussi bien que moi, c'est les commentaires sur Internet. Mais ça, moi, j'ai appris à rigoler parce que tu vois, quand tu fais un truc et puis qu'on te dit que ça marche pas dans la rue alors que tu es juste en train de faire un drill. Mais bon,
on va passer parce que sinon on pourra faire tout un podcast là-dessus. Mais ça, Oui, enfin, enfin, c'est pas très grave. Non, mais il y a bah, je vois que tu as un gorille juste derrière toi. Et le gorille, c'est un des animaux que je ouais. préfère. Si tu Et vois, toi aussi, j'ai vu. moi, j'ai un orang-outan ici. C'est un pote à moi Ah, qui c'est un est. orang-outan. Ouais, il fait Ok. du street art et c'est un orang-outan. Je suis un fan d'animaux. Avant les arts martiaux, ma première passion, c'est les animaux. Et là, moi, je suis sensible à la question animale, etc. Et un des trucs qui me saoule le plus, c'est vraiment aussi les fausses croyances sur les animaux. Les Ok. préjugés, tu vois, les trucs qu'on peut te sortir sur les animaux qui sont, voilà, qui sont, par exemple, typiquement le gorille qui est agressif, qui s'énerve, qui est prêt à tout casser, alors que c'est un animal Hmm. majoritairement pacifique. Donc, voilà, ça c'est une question aussi qui m'intéresse en tant que psychologue, même en tant que passionné d'animaux. Et de manière générale, les fausses croyances, c'est-à-dire, allez, où tu n'as pas essayé d'aller voir plus loin avant de connaître. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Oui, ça. Ah oui, ben oui, oui. voilà. Ben ça, c'est un truc qui m'exaspère. Alors, on a tous susceptibles d'avoir cet effet-là. C'est-à-dire, au moins on Ouais. connaît quelque chose, au plus on a l'impression qu'on connaît. Mais au moins, si tu connais pas, et au moins l'humilité de pas trop t'exprimer. Juste ça. Va peut-être vérifier, te documenter un petit peu, et peut-être, voilà. Mais ça, c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui connaît rien et qui s'exprime comme s'il était un expert, peu importe le domaine, je trouve ça un peu saoulant. Mais voilà. Et Ouais. donc, que ça Grosso soit dans les modo, arts martiaux ou avec les animaux aussi, parfois, tu as parfois des trucs un peu ahurissants qui circulent. Et le problème, je crois que tu l'as vu aussi, c'est que sur Internet, ce qui fait du buzz, c'est parfois justement pas forcément les informations les plus fiables. Donc voilà. non. Que ce soit les fake Mais ouais, news, que ce soit, voilà. Donc voilà. tu me corriges si je me trompe, mais du coup, Dunning-Kruger, c'est grosso modo, souvent quand tu commences à apprendre quelque chose, Ouais, souvent tu as une courbe de progression de où tu, progression, ouais. tu apprends très vite au début Ouais, et tu as l'impression de super bien connaître, exactement. alors qu'en fait, tu es que au début et par rapport à un véritable expert, tu Je connais connais deux rien fois du rien. tout. Et du coup, bah, tu te positionnes en expert Ouais, sur un truc que tu connais ouais, ouais. un peu au final. Et c'est une sorte de biais, c'est une sorte de biais Ouais, c'est un biais cognitif. cognitif. Donc, comme tu connais rien, tu as vu un documentaire sur un sujet, donc du coup, maintenant tu connais quelque chose, tu as l'impression que tu connais le sujet. Et alors, Ouais, du coup, tu vas parfois parler comme si tu étais un expert. Dis oui, mais moi, regarde, j'ai vu le documentaire ou j'ai vu 3 vidéos sur YouTube. Ouais, mais le gars, ça fait 30 ans qu'il bosse sur ce sujet et il n'est pas encore complètement sûr de la question. Et toi, tu viens en affirmant quelque chose alors que tu as vu 3 vidéos. Enfin, voilà, mais on pourrait ouais, le faire. C'est pareil dans les arts martiaux. Et je trouve que, par exemple, justement, cette distinction sport de combat, arts martiaux, self-défense, tu as beaucoup de choses qui se mélangent avec des gens qui confondent tout, en fait. Tu vois? Donc, ils vont te mhm, faire un commentaire sur une vidéo de technique ou d'un drill et ils vont dire ça marche pas en rue. Mais à un moment donné, tu te dis oui, ouais, non, mais c'est pas le but de la vidéo. Et ça, je me doute que toi, tu dois être confronté à ça oui, oui, quotidiennement. oui. Et du coup, c'est là aussi tout mélanger et pas prendre le temps de s'informer, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que la personne a fait ça, etc. Mais en fait, on n'a plus le temps, ou les gens, ou alors on a tendance à plus prendre le temps parce que tout va tellement vite. Et comme disait Carl Jung, c'est plus pourquoi allez, il a dit la phrase exacte, c'est merde, j'ai oublié la phrase. Putain, j'ai l'idée mais j'ai pas la phrase. Euh, C'est quoi sur Carl Jung? C'est sur ouais, quel. en gros, c'est difficile de connaître, c'est pour ça qu'on juge. Tu vois, quelque chose, c'est difficile de comprendre, c'est pour ça qu'on juge. En fait, c'est facile d'avoir une opinion sur le moment, hop, qu'on sort comme ça, mais c'est plus difficile d'apprendre à comprendre un phénomène. Penser, je crois que j'ai trouvé, c'est penser est difficile, Voilà. c'est pourquoi la plupart se font juge. Ouais, c'est ça. Penser est difficile, c'est pour ça qu'on juge. Et ça, c'est vrai, c'est apprendre à penser, à réfléchir, à connaître, à comprendre, ça prend du temps. Et avoir une vraie réflexion sur quelque chose, ou même avoir un avis, une opinion valable sur quelque chose. Et du coup, le jugement, c'est la pensée intuitive, tu vois, et qui nous trompe quasi au moins une fois sur deux. Mais donc voilà. Et ça, Ouais, c'est aussi un sujet qui est intéressant. Et ça touche ok. notamment le milieu des arts martiaux. Ouais. Et si tu Bien regardes, par sûr, exemple, bien sûr. le débat qu'il y a à chaque fois entre Cyril Diabaté et Frank Ropers, là, tu vois. Oui, En fait, oui. tu as parfois l'impression que c'est un dialogue de sourds, tu vois. Hmm. Parce qu'on parle de deux choses Oui, différentes et enfin voilà, et on parle de certains clichés, mais enfin bon. Mais c'est intéressant. C'est intéressant d'observer ça de l'extérieur et pas se laisser trop atteindre par ça, quoi. En plus, moi, comme je fais ouais, des arts c'est clair. martiaux, des sports de combat et un petit peu de self-défense, je sais exactement pourquoi je fais chaque chose et j'essaie de pas les mélanger, tu vois. Et comme disait un de mes potes, C'est assez rare, hein. C'est hein? assez rare. Oui, c'est C'est rare que assez les rare milieux les se gens qui mélangent, font ouais. les deux. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais, rare que les milieux se mélangent et voilà, voilà, c'est un autre sujet, hein, c'est un gros, gros, gros sujet, mais c'est vrai que j'essaye de pas trop mélanger les choses. Et puis aussi, avant d'avoir un avis, j'essaie de m'y intéresser un peu sérieusement. Tu peux pas être un expert dans tout,
Voilà, si tu veux avoir un avis un peu correct, ben, passe au moins un peu de temps à t'informer avant d'exprimer ton idée comme ça. Et puis, tu sais, quand tout devient un peu polarisé, c'est les émotions qui parlent avant la raison. Et ça, c'est ce qui explique aussi la polarisation en politique, le fait qu'il y a des camps, le pour, le contre. Tu vois, la question, est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre? Moi, j'aime pas cette question, Ouais. en fait. Mmh. Tu vois, ça te Ouais, bloque de la toute façon, pensée, en fait. Tu vois, sur on des va sujets souvent complexes, dire, en fait. les gens qui sont, on dit que souvent les gens les plus intelligents te répondent très souvent: «Ça dépend». Ça dépend, ouais. Ça Aussi, dépend et je ne sais pas. je- C'est ouais, alors je préfère je ne sais les 2 pas, ouais. trucs. Et ça Ouais, aussi, un des mais le trucs, quand tu es prof, apprendre à dire je ne sais pas, sincèrement, c'est super important. ouais, mais le C'est «ça su- dépend», c'est pas mal aussi parce que justement, moi, je sais que ça m'a plusieurs fois sorti de, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça ou ça? Bah, ça dépend, Ou ça tu vois? dépend. Bah, ouais, ça dépend de la situation. C'est Exactement. Tu Ouais, vois? ouais. Parce que, voilà et bon, sur l'efficacité, machin, tout ça, oui, tout le mythojutsu de Diabaté et tout, il a des points, sur lesquels il peut avoir raison. Après moi, c'est plus la manière dont il le fait, Oui, c'est ça. que j'aime pas et après, bon, ouais, bon, on va pas rentrer dans ce débat, ce serait trop long. Ouais, Là, on est en fin de podcast et tout, mais je trouve que déjà, faut essayer de respecter ce que fait chacun ouais, et vaut mieux se centrer sur son travail à soi plutôt que de mettre son énergie sur dénigrer les autres. ouais. Donc voilà. Que moi, c'est vrai que ça, c'est un truc, et j'en suis parfois coupable et tout, mais j'essaye de lutter contre ça. Mais c'est vrai que quand tu vois quelque chose qui te paraît à l'encontre de tes croyances ou que tu trouves pas bien et tout, au lieu de réagir à brut comme ça, j'essaie souvent de me dire, alors ok, pourquoi il fait ça ou pourquoi il le fait comme ça? Ouais. Est-ce que Mhm. je peux essayer de comprendre et de trouver une raison, tu vois? Même s'il y a des moments où je vois un truc et je fais: «Oh là là, c'est Ouais, quoi ouais, bah, ça?» c'est Des humain, fois, ma c'est première normal, hein. réaction, c'est Ouais, c'est ouais, n'importe quoi, tu vois? ouais, ouais. Et après, j'essaie de me dire: «Non, non, arrête, ça, c'est pas la bonne attitude. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il le fait comme ça et tout?» Et là, ça t'amène à une réflexion, Ouais, ouais, qui est souvent plus intéressante que de ouais, ouais. rejeter en bloc, le Bloc, truc, ouais. tu vois? Et aussi de se dire, Alors est-ce que dernière j'ai vraiment bien compris ce Vas-y. qu'il voulait dire? Parce que parfois on C'est juge ça, alors ouais. qu'on n'a même pas compris ce qu'il voulait dire, tu vois? Oui, il Donc, faut remettre les choses dans leur ouais, contexte. ouais. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent manquer. Dernière question, on Ouais, finit sur un truc positif. cool. Est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager? Ça peut être dans n'importe quel sujet. Ça peut être aussi bien une personne que un livre, Ouais. un film, une série, un resto, je sais pas, une application mobile, un truc que tu kiffes, un truc que tu vois où tu aurais envie de dire à tes potes, tiens, faut absolument, faut que je vous parle de ça, quoi. Et Hem, plutôt récent, plutôt récent. Plutôt Est-ce que tu as récent. un petit coup de cœur du moment, tu vois? Un truc qui t'a fait plaisir récemment, que tu Ouais. auras envie de partager, que tu as trouvé sympa, Hem, C'est pas facile, hein? je suis pas le meilleur pour ces questions. Parce que attends, hein. Est-ce qu'il y a un Heu, truc que tu as regardé, un truc que tu as lu, ouais, un truc que un j'ai truc lu, que tu ça as c'est sûr, commencé mais à j'ai pas utiliser que tu ouais, ouais, un truc que j'ai lu, ça c'est sûr, mais allez, ouais, OK, je vais parler d'un bouquin. Il y a un bouquin que tout le monde doit lire absolument. Ça s'appelle Humanité. Et en fait, c'est un OK. gars, un journaliste, qui a fait une enquête pendant des années, des années, des années, des années, et pour essayer de comprendre, on va dire, la nature humaine et aussi tous les justement les fausses croyances qu'il y a sur le comportement humain dans certaines situations, certaines expériences de psychologie qui ont été faites, certaines croyances liées au fait que par exemple quand des êtres humains se retrouvent sur une île isolée, ils s'entretuent, etc. Et lui, il a mené un petit peu son enquête et il a remis un peu en question beaucoup de dogmes liés à justement le fait aussi qu'on vit dans une société qui était majoritairement dominée par l'égoïsme, où les gens ne s'entraident pas, ou que chacun recherche son propre profit, etc. Il a mené un peu l'enquête. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as des idées comme ça qui sont propagées, notamment, y compris en philosophie, hein, sur la nature humaine et sur l'être humain, qu'il a complètement remis en question à travers une étude, d'une enquête sérieuse. Et j'ai trouvé ça super intéressant et ça redonne du positif aussi, ça redonne une vision plus positive de l'humanité. Et c'est pour ça, je crois qu'il a choisi ce bouquin-là. Et ça, c'est des choses et que j'ai tendance à suivre aussi, y compris sur les réseaux sociaux, sur Internet, les bouquins. Enfin, c'est toutes des choses qui font du bien parce que je pense qu'on en a besoin et ça donne aussi de l'espoir dans l'humanité. Donc, si je peux donner un OK. message, et moi, s'il y a bien un point commun dans tout ce que je fais, on a parlé surtout des arts martiaux aujourd'hui, mais c'est essayer de donner du positif aux gens, tu vois, parce que je pense que Mmh. on en a tous besoin. Et puis, comme tu dis, la critique, ça fait pas toujours forcément avancer les choses. Mais voilà. Donc le livre s'appelle Est-ce que Humanité.
Est-ce que c'est Humanité, une histoire optimiste de C'est Rutger ça. Bregman? Rutger C'est Bregman, ça? exactement, qui est un OK, journaliste hollandais, mais super. son bouquin s'est vendu dans le monde entier. Donc, ouais, c'est une histoire optimiste de l'humanité. C'est exactement ça. Donc, on va terminer sur une note optimiste. Ça fait Et un peu ben un voilà, télo de c'est donner un parfait. bouquin pour terminer, mais bon, comme on a parlé beaucoup de pratique avant, Ouais, bah, écoute, ça fait l'équilibre et puis, donner de la exactement. lecture, aux gens, c'est pas une mauvaise idée non plus. Ok, Et super. bah, merci Ben, merci pour tes David, questions, en tout c'était cas. top. C'est intéressant comme question. Bah, Et l'échange et aussi, puis, ouais. bah, ouais, 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 merci beaucoup. Je mettrai les liens, Mhm. vers, tes réseaux et tout pour les gens qui veulent, en voir un peu plus de ce que tu fais Ouais. et puis, bah, merci pour l'échange et à très vite. Ouais, à très vite. Toi, t'es sur Bordeaux, hein, c'est ça, hein? Tu vis